autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine marquée par l'audience accordée par le président de la République, Alassane Ouattara, au président du PDCI RDA, Tidiane Thiam, rencontre qui intervient 8 mois après le décès de l'ancien président Aimé-Henri Konan Bédié, dont l'organisation des obsèques a été évoquée lors de ce premier rendez-vous entre le chef de l'État et le tout nouveau président de la plus ancienne formation politique du pays. Les enjeux de cet entretien selon l'analyse de nos invités à suivre dans la première partie de cette émission. L'actualité cette semaine, c'est aussi la batterie de mesures prises par le gouvernement ivoirien en vue de soulager les familles déguerpies à Boribana et à Jesco. Plusieurs mesures d'accompagnement dont des allocations forfaitaires d'aide à la construction et au relogement pour les déguerpis, ainsi que l'accompagnement des propriétaires ayant des titres fonciers en vue de l'acquisition de parcelles en pleine propriété après la pluie, le beau temps donc pour les déguerpis. Analyse et décryptage de nos invités à suivre. Et puis au chapitre international, nous irons au Sénégal où 19 candidats sont en course pour l'élection présidentielle prévue pour le dimanche prochain. La campagne électorale se poursuit avec notamment la participation de Bassirou Diomaye Faye, soutenu par l'opposant Ousmane Sonko, sorti de prison il y a quelques jours. Voilà pour l'important menu qui nous attend ce soir. Avec moi en plateau, professeur Arthur Bangaï, historien spécialiste en sécurité et défense, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, analyste politique. Professeur Simplice Dion Yodé, enseignant en philosophie politique, président de l'Association des professeurs de philosophie de Côte d'Ivoire. Geoffroy Julien Kouao, politologue, juriste et écrivain. Guillaume Bateau, journaliste, directeur général de Notre Voix. Landry Couillot, juriste, enseignant formateur à l'ENA. Et Dr Pangui Christian Hippolyte, il est docteur en droit public, vice-président de Juris Academia, CRADO, Centre de recherche et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme. Bonsoir à vous, messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Ali. Bonsoir Ali. Docteur Pangui Christian, c'est votre première? Oui. D'accord, très heureux d'être avec vous, je suppose. Oui. Parfait. Professeur Dion, ça faisait un moment. Oui. Tout va bien? Comme un champion d'Afrique. Parfaitement, c'est très bien dit ça. Hein, ça nous rappelle un peu justement qu'il y a un mois, nous étions sacrés champions d'Afrique. Alors je vous l'annonçais, messieurs, tout de suite, nous prenons la direction du palais présidentiel d'Abidjan-Plateau. Vous le savez, 8 mois après le décès de l'ancien président de la République, Aimé-Henri Konan Bédié, ancien président du PDCI RDA, ses obsèques ont été fixées du 20 mai au 2 juin prochain. Information transmise par son successeur Tidiane Thiam ce lundi au président de la République, Alassane Ouattara, au cours d'une audience au palais de la présidence. Le chef de l'État a dit toute sa disponibilité et a rassuré la délégation de l'engagement du soutien du gouvernement dans l'organisation de ces funérailles. Je vous propose de faire le point avec nos reporters Pierre Dipomélin et Fulgence Kissiedo et on en parle juste après. Le président du PDCI RDA, Tidiane Thiam, accompagné d'une délégation composée de hauts cadres du parti, a été reçu par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, au palais de la présidence. Le nouveau président du PDCI RDA a été présenté officiellement au chef de l'État par Boni Kopli, le président honoraire du parti. Le président honoraire Kopli Boni a tenu à présenter au président de la République le nouveau président élu du PDCI que je suis. Et nous avons échangé, je suis venu présenter mes respects au président, mais aussi le saluer en tant que frère aîné qu'il a toujours été pour moi. Comme il a dit, nous nous connaissons depuis des années. Et solliciter une nouvelle fois ses conseils et ses avis dans la tâche qui m'est confiée à la tête d'un parti où lui-même a été, comme il vient de rappeler, le numéro 2. La philosophie commune du président Ouattara, du président Houphouët-Boigny, du président Bédié, c'est la paix et le dialogue dans ce pays. Donc j'ai tenu à l'assurer de ma disponibilité pour l'aider dans la tâche qui est la sienne et continuer à assurer le progrès de la Côte d'Ivoire après tous les progrès réalisés sous sa conduite. Le président Thiam, que je connais, est donc le président élu du PDCI RDA, et je pense qu'il va beaucoup apporter à ce parti. Et nous avons donc échangé sur notre vision du pays, faire en sorte que ce pays continue dans la paix et que les choses se déroulent
conformément à la vision commune que nous avons de la démocratie et de la paix pour la Côte d'Ivoire. Cette rencontre a été l'occasion pour la délégation du PDCI d'annoncer la période des obsèques de l'ex-président du parti, Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023. Du 20 mai au 2 juin, soit 2 semaines de funérailles, ainsi en ont décidé la famille et le PDCI. Le président Thiam nous a également informé de la décision de la famille du président Henri Konan Bédié et du PDCI de la période des obsèques de feu le président Henri Konan Bédié, mon aîné. Bien évidemment, la présidence jouera toute sa part. Et moi-même, en tant que jeune frère du feu le président Henri Konan Bédié, je serai disponible pour apporter tout mon soutien à ces obsèques. L'ancien chef de l'État et président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire est décédé mardi 1er août. Il avait 89 ans. Monsieur, c'est officiellement la première rencontre entre l'opposant Tidiane Thiam, qui est reçu en audience par le chef de l'exécutif ivoirien Alassane Ouattara au palais présidentiel. On a évidemment parlé de l'organisation des obsèques du président Bédié, mais une rencontre au sommet à ce niveau, évidemment, peut cacher beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Dion? Je pense que c'est une belle rencontre. Des choses ont été dites que nous n'avons pas entendues, mais des choses ont été dites que nous venons d'entendre. Et dans ce que nous venons d'entendre, il y a beaucoup à dire. Les deux personnalités ont rappelé leur vision commune. Il y a eu assez de courtoisie. Il y a eu de la politesse. Je rappelle qu'en politique, il y a police et il y a politesse, il y a courtoisie, il y a civilité. C'est ce que j'ai remarqué. Il y a aussi qu'on est venu présenter au chef de l'État le président élu du PDCI-RDA. Et le chef de l'État nous rappelle lui-même qu'il a été numéro 2 du PDCI-RDA. Il y a une démarche qui me paraît une démarche politique, républicaine, culturelle, pédagogique, de dire pour un ancien comme Kopli, je suis venu vous présenter votre frère, votre jeune frère, nouveau président du PDCI-RDA. Il y a quelque chose de fort dans cela. Deuxièmement, on est venu dire que nous sommes venus vous annoncer la date des obsèques de votre aîné, Henri Konan Bédié. Comment nous gérons ça ensemble? Nous sommes venus vous déposer ça. Comment vous nous aidez à? J'ai apprécié cette démarche. J'ai apprécié la démarche de Thiam en face du chef de l'État. Et j'ai d'autant plus apprécié les réactions du chef de l'État parce que le président Alassane Ouattara, pour ce qui me concerne, c'est très facile de voir quand il est content ou quand il n'est pas content. Tout de suite, ça se sent. À travers ce qu'il dit, à travers le visage, j'ai cru sentir assez d'émotion, mais aussi l'attitude de quelqu'un qui pense que pour l'avenir, il y a peut-être des choses à faire. Et je l'ai vu à travers des notions comme vision commune, philosophie de paix ou fouettistes. Ils ont fini par rappeler que malgré tout, ils sont fouettistes. Geoffroy Julien Kouao. Oui, je vais faire une double analyse formelle et factuelle. Alors, dans la forme, il y a deux choses. D'abord, si c'est pour présenter au président de la République les dates des obsèques du président Henri Konan Bédié, c'est une très bonne chose. Parce que dans tous les cas de figure, le président Henri Konan Bédié était chef de l'État, président de la République. Et donc, ces obsèques ne peuvent avoir que des dimensions nationales, voire étatiques. Et dans ce sens-là, le président peut jouer un rôle important. Et il a lui-même dit à ses hôtes. Deuxième chose, au niveau de la forme, c'est lorsque M. Thiam dit que Monsieur le président honoraire du PDCI est venu le présenter au président de la République en tant que président élu du PDCI-RDA. Et là, j'ai un petit malaise, parce que est-ce une sorte d'allégeance? Est-ce une sorte d'allégeance? Dans la tradition républicaine, c'est peut-être une grande première, mais n'oublions pas aussi que M. Ouattara est en même temps le président de la République, mais aussi le président du RHDP. Autrement dit, l'alter ego
Là, en l'occurrence, c'est le président de la République qui le recevait. Non, il a dit non. Dans son discours que j'ai lu à travers la presse, il dit « Je vous reçois en tant que chef de l'État, mais aussi en tant que président du RHDP. » En tant que président du RHDP. Et donc, ça pose un problème au niveau de la forme. Au niveau du fond, alors, il y a deux choses. D'abord, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Président du PDCI disent qu'ils sont des oufouettistes, donc attachés à la paix et au dialogue. Il y a une petite réflexion quand même à faire sur Bon, l'oufouettisme, c'est le dialogue, c'est la paix. Mais après le départ de Félix Faure-Boigny en 1993, nous avons connu le boycott actif de 1995, nous avons connu la crise et le coup d'État de 1999, la crise électorale de 2000, nous avons connu la rébellion, nous avons connu la guerre civile de 2011 et nous avons connu tout récemment le boycott actif des élections de 2020. Et évidemment, et le RHDP de M. Ouattara et le PDCI de M. Thiam sont évidemment parties prenantes à toutes ces crises. Donc, dire qu'ils sont des partis de paix et de dialogue, les faits démontrent le contraire. Les faits démontrent le contraire. Deuxième chose au niveau du fond, ils disent qu'ils partagent la même vision de la Côte d'Ivoire et M. Thiam disait dans ses propos qu'il est venu pour accompagner le président de la République parce qu'il a déjà fait du progrès. Sa politique a apporté le progrès et qu'il va l'aider dans ce sens et que les deux ont la même vision. Sauf erreur de ma part, et là on rentre maintenant dans l'analyse politique réelle, le PDCI est un parti de centre-droit, donc de la social-démocratie. Autrement dit, le PDCI concilie harmonieusement la compétitivité économique et la justice sociale. Et ça a été cette politique menée par Félix Houphouët-Boigny et dans une certaine mesure par Henri Konan Bédié. À l'inverse, le PDCI, le RHDP est un parti de droite, un parti libéral, qui met beaucoup plus l'accent sur la compétitivité économique et le tout marché. Et donc je ne vois pas comment est-ce qu'on peut dire qu'on a la même vision de la Côte d'Ivoire. Dans tous les cas de figure, nous allons voir, lorsque les hostilités vont commencer pour la bataille de 2025, s'ils sont toujours ensemble. Et dernière analyse, dans leurs propos, on voit que c'est fort possible qu'il y ait une alliance entre ces deux partis avant 2025, parce qu'ils l'ont bien dit, ils partagent des atomes crochus. D'accord, très bien. Docteur Pangui, Christian? Je suis tout à fait heureux de voir que les différents dirigeants au niveau national s'asseyent pour parler. C'est ma première remarque. Ma remarque, ou du moins mon analyse, va se porter sur deux aspects. L'aspect culturel et, j'allais dire, l'aspect administratif. D'un point de vue culturel, en pays Akan, face à la mort, je pense qu'il faut que les enfants d'une même famille s'asseyent pour pouvoir, je vais dire à chaud, voir comment organiser les obsèques. Et je pense que c'est ce que le président Thiam a essayé de faire en allant rencontrer son aîné, le président Ouattara, pour lui présenter, ou du moins pour lui présenter la cartographie relative aux obsèques du président Henri Konan Bédié, mais en même temps demander implicitement une sorte d'aide comme des enfants d'une même famille pour pouvoir arriver aux obsèques du président Bédié. D'un point de vue administratif, j'allais dire que le président Ouattara quand même représente le père de la nation en ce moment, parce que président de la République, chef d'État et tout ça. Donc ce président-là pourrait quand même aider, en griffe, le PDCI à pouvoir arriver à mettre en terre son ancien président. Maintenant, quant à l'analyse que moi je fais relativement à cette rencontre, j'ai eu quelques gênes quand même. Pourquoi? Quelques gênes relatives à la présentation. Le président Kopli vient me présenter le président... Donc vous partagez l'avis de Geoffroy Kouao sur cette question? Un peu quand même. Donc ce sont des aspects qui m'ont un peu gêné, mais je retiens une seule chose, c'est que
les enfants de la Côte d'Ivoire peuvent se réunir face aux difficultés que traverse le pays pour pouvoir arriver à leur fin. Très bien. Voilà. Professeur Arthur Banga. Il ne faut pas être carré. Qui est carré? Vous y allez un peu fort. Hein. Oui, d'accord, mais quand vous dites qu'il ne faut pas être carré, ça peut me concerner moi aussi. Non, pas donc faisons très attention. Il ne faut pas être carré, c'est-à-dire que, quelles que soient les règles, il y a aussi des us. La vie, c'est ce qu'on pense d'idéal et c'est la réalité sociale. On ne peut pas sauter de l'idéal. On a une réalité sociale qui est claire. En Afrique, il n'y a pas de mal. On est en Afrique. Comme le professeur a dit, à aller vers l'aîné, surtout pour annoncer un décès. Et si à côté de ce décès, je peux présenter au président de la République, qui est quand même le président de la République, l'animateur principal de la vie politique, pour lui dire que dans cette vie politique en Côte d'Ivoire, il y a un parti qui compte, qui est le PDC-RDA. Et ce parti qui compte a de nouveaux dirigeants, avec qui vous allez devoir discuter, parce qu'il n'y a même pas 6 mois, Macron a reçu tous les présidents de partis en France à Aubervilliers, ils ont discuté. Il y a un nouvel acteur qui est dans le jeu politique. Il allait voir Laurent Gbagbo. Il s'est déplacé, il allé là-bas. Donc c'est normal qu'ils viennent voir Alassane Ouattara qui font partie de ce triptyque des 3 grands partis, qui plus est le président de la République. Je ne vois pas pourquoi on va avoir une volonté de massacrer la République. Non, c'est tout à fait normal quand je me sens dans ce double sens républicain et coutumier. Ensuite, on voit même qu'il dit l'homme de la paix. Là. Il y a eu les guerriers, il y a eu les sans-vie. Je peux penser la paix. Tout le monde est homme de paix sur cette terre-là, mais on a la guerre. C'est pas parce qu'on prétend la paix, on est parti de paix, on prouve la paix, qu'il ne va pas avoir de moments de couac, de moments de guerre. Mais ça n'enlève rien au fait que le fondement, d'ailleurs, c'est faux. Le PDC est un parti de droite, c'est clairement écrit dans le statut du PDCI. Le parti de centre-droite, c'était plutôt le RDR. Donc il ne faut pas inverser les tendances. Voilà, le PDCI est un parti de droite dans le statut. C'est le RDR qui est un parti de centre-droite. Et entre les partis de droite et les partis de centre-droite, c'est l'alliance la plus naturelle et la plus compréhensible. Mais pourquoi est-ce qu'on veut créer? Comment on peut mettre... Dites-moi une partie au monde où la droite ne s'allie pas avec le centre-droit. Mais je suis vraiment étonné quand j'entends des choses. La droite, d'ailleurs, la seule alliance politique qui a eu du sens en Côte d'Ivoire, c'est le RAGP groupement. Parce que c'est clair, entre le PDC et RDA et le RDR, il y a un point de vue historique idem, point de vue idéologique idem, il n'y a que des problèmes politiques qui les ont séparés. D'ailleurs, c'est la seule alliance qui a gagné le pouvoir, qui l'a géré pendant 8 ans. Et souvenez-vous en 2000, quand Bédier taclait déjà l'Alliance contre Nature, quand il parlait du Front républicain, mon ami Guillaume est là, quand tous les jours, je lui dis qu'est-ce qu'il fait avec le RAGP. Je demande toujours au PDC, c'est ces alliances-là qui sont contre Nature qui créent le trouble dans les électeurs. Sur l'alliance PDCI-RHDP est une alliance normale. Maintenant, là où je comprends, il y a, quand on regarde dans l'analyse, dans la démarche de Tidjane Thiam, justement, j'ai l'impression qu'il est un peu prisonnier à la fois de cette histoire, de cette alliance et de ce qu'il veut faire. 2 exemples. Expliquez-vous, quand vous dites qu'il est prisonnier de cette... Regardez son discours à Yamoussoukro. Il dit, l'ingénieur, l'économiste, il finit tout ça. Tous les militants reprennent. Le lendemain, ils courent à la télé. Non, je me suis trompé. Il n'y a pas à mettre un ingénieur contre économiste. Alassane Ouattara est brillant, il a réussi ça. Les militants du pays n'en ont pas parlé, mais c'était un gros rétropédalage qui montre qu'il est perdu tactiquement. Et on le revoit aujourd'hui quand il dit, il refait la même chose. Donc, d'un point de vue tactique, je pense que Thiam a un problème de positionnement face à Alassane Ouattara. Il ne sait pas s'il doit aller attaquer. D'ailleurs, quand vous avez vu Kopli Boni à l'entrée de Yamoussoukro, il a attaqué, Thiam a attaqué, le lendemain, il a couru. Il s'est excusé. Là, il a encore pris une posture, un truc, et puis bon, on m'a dit peut-être le 4, mais ça fait 2 fois. J'ai l'impression que chez Tidjane Thiam, face à Ouattara, il y a encore un problème de positionnement lié à cet héritage politique, lié à cet environnement, mais je pense qu'au fil du temps, ils vont trouver leur place. Pour moi, pour terminer, il ne peut pas y avoir d'alliance avant 2025 entre le PDCI et le RAGP. Le PDCI, parce que le PDCI, avec Tidjane Thiam, lui-même, estime qu'ils ont des opportunités, voilà, et qu'ils vont tenter quelque chose. Ils vont aller en 2025 sans réfléchir. En revanche, les résultats de 2025 peuvent emmener une récomposition. Et c'est d'ailleurs ce que le bureau politique de 2018 avait dit. Et même avant de mourir, le président Bédier avait dit, le président politique de 2018 avait dit, on va examiner l'alliance après l'élection de 2020. Ça n'a jamais été fait. Mais Bédier avait même rappelé qu'il fallait regarder toutes les alliances et pour savoir quelle était la meilleure. Donc, une chose est sûre, la question des alliances
a été toujours posée dans tous les bureaux politiques et congrès du PDC-RDA. Je pense qu'après 2027, avec les résultats de 2027, ils vont poser cette question-là. Et l'allié naturel, pour moi, historique, idéologique du PDC-RDA, c'est le RHDP. Le PDC-RDA n'a rien à faire avec le PPACI ni avec le FPI. La place du PDC-RDA en termes d'alliance cohérente est avec le RHDP. Très bien, ça c'est votre avis, on le respecte évidemment. Guillaume Bateau, c'est à vous. Oui, je pense qu'il ne faut pas donner trop de sens à une rencontre que j'allais dire ordinaire. Le président de la République a l'habitude... Pour vous, beaucoup vont vite en besogne. Oui, je pense que les choses sont claires. C'est juste une rencontre ordinaire. Le président de la République a pris l'habitude de recevoir les leaders du parti politique. Ce n'est pas nouveau. Le président de la République avait déjà reçu même celui qui est devenu maintenant le président honoraire du PDC-RDA, le professeur Kopli Boni, quand il assurait l'intérim du président Bédié. Le président de la République l'avait déjà reçu. Donc, que le président de la République le reçoive, même s'il n'y avait pas ce problème lié aux obsèques du président Bédié, que le président de la République reçoive le professeur Kopli pour dire « Ok, j'ai assuré l'intérim du PDC-RDA, il y a un nouveau président, je suis venu vous le présenter », je trouve que c'est dans l'ordre normal des choses. Dans l'ordre normal des choses, en tout cas du point de vue de la pratique politique en Côte d'Ivoire et depuis que le président Ouattara est là. Tous les opposants ont été reçus au palais présidentiel et il n'y a rien eu de nouveau. En plus, donc, partant de cette tradition, on voit bien que quand on se retrouve au palais, le discours devient policé. Même le président Gbagbo, quand il revient de la CPI, quand il revient de la quand il va au palais présidentiel, il se met au garde à vous. Mais ça ne veut pas dire que tous les contentieux avec le président Ouattara sont finis. Voilà. Donc, je crois que c'est l'environnement. Et puis ensuite s'ajoute la question des obsèques du président Bédié, qui est une question, qui a parlé d'émotionnelle. Je crois que c'est le professeur Dion qui a parlé de l'émotion. Tout le monde sait que après la calme que nous venons de vivre, les obsèques du président Bédié vont être un grand moment de rassemblement de tous les Ivoiriens. Donc, forcément, dans un tel environnement, c'est tout à fait normal qu'il y ait un peu de gentleman agreement à cette occasion. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les choses sont actées. Les deux hommes savent qu'ils vont s'affronter en 2025. Là, vous nous apprenez des choses. Hein. Pour l'instant, les candidatures ne sont pas encore annoncées. Non, mais Thiam lui-même a annoncé sa candidature. Et... Oui, mais on n'a pas besoin d'une boule de cristal pour savoir que Ouattara sera candidat. Ah bon? Mais je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, à moins qu'on fasse de la politique d'autruche. Nous sommes à moins de 20 mois l'élection présidentielle. 17 mois. Mais écoutez, un candidat, on ne le prépare pas en 6 jours. En 2020, quand le président Ouattara annonce qu'il se retire, on voit bien que le Premier ministre Amadou Gon est préparé depuis 2017. Il est dans les starting blocks depuis 2017. Mais là, on voit qu'il n'y a personne d'autre que le président Ouattara dans les starting blocks au RHDP. Même pas toi. Oh, moi, je suis pas RHDP d'abord. Je ne sais pas. Mais c'est Arthur qui me fatigue. Donc, je pense que les deux hommes ont acté qu'ils vont s'affronter en 2025. Mais avant cet affrontement démocratique, il y a donc l'épisode des obsèques du président Bédié qui va les rassembler, qui va rassembler toute la Côte d'Ivoire pour honorer la mémoire de celui qui a été un long acteur de la vie politique ivoirienne et qui a été chef d'État. Donc, il ne faut pas aller trop vite en besoin. Alors, je ne ferai pas d'allégeance. Non, il n'y a pas d'allégeance. C'est de la diplomatie républicaine. Et puis, je pense qu'aussi, parfois, certains se trompent sur la posture de Thiam. Thiam, bien qu'ayant envie donc, de se battre pour la présidentielle, il n'a pas la posture de Gbagbo, d'Afi. Bon, il est resté longtemps hors du pays, il est un peu faim pour le moment. Il n'est pas encore bien vacciné. Donc, il faut le comprendre. Il faut comprendre qu'il soit un peu soft, en attendant que la bataille commence. Voilà, donc moi je trouve qu'on veut donner un sens trop élevé à une rencontre de courtoisie. Bon, alors on parle d'idéologie. Moi, j'ai toujours dit, bon, mon jeune frère Arthur dit que le PDC était parti de droite. Mais moi, j'ai toujours dit que quand on regarde le PDCI, quand on regarde la pratique du pouvoir du président Houphouët-Boigny pendant près de 40 ans, moi, je classe plutôt le PDCI à gauche. Non, il est à droite. Oui. Clairement. Bon, ça, c'est un débat. Oui, c'est un débat. Si vous l'ouvrez, oui, on ne va pas l'ouvrir. Parce que les avis sont très tranchés là-dessus. Terminez très rapidement. Je veux dire,
les plans quinquennaux et autres. Ça, c'est pas des trucs de droite, je suis désolé. D'accord, très bien. Donc, je dis, il ne faut pas donner trop d'importance à une rencontre purement protocolaire. C'est vrai, la tradition ivoirienne veut que, quand on rencontre le chef de l'État, les discours sont mesurés, on est au palais présidentiel, quelqu'un a parlé du président Ouattara quand il était le président du RHDP, c'est vrai, mais ici, on n'est pas à la rue de Pic. On n'est pas à la rue de Pic, on est au palais présidentiel, et il y a une attitude qui va avec. En dehors de ça, moi, je ne crois pas. Je pense que l'important, c'était de parler des obstacles du président Bédié, d'avoir le soutien du président Ouattara, et il a bien fait de le dire clairement. La présidence jouera son rôle. Lui-même, en tant que personnalité, sera aux côtés du PDCI. Et puis le reste, tout le monde sait qu'après les obstacles du président Bédié, la bagarre va commencer. Landry ? Merci bien, Ali. J'ai bien aimé votre patience. Et c'est votre tour. J'ai vraiment apprécié le tour de table. Il m'inspire même pour mon... Ah oui, d'accord. Allez-y alors. Alors déjà, je voudrais dire que certes, c'est une rencontre protocolaire, mais les propos des hommes politiques, même dans un cadre protocolaire, font ressortir des indices, lesquels vont être soit infirmés ou confirmés dans l'action politique. Quels sont les indices qui ont retenu votre attention? La première chose, c'est le tableau qui nous est présenté. On a le président de la République, chef de l'État, président du RHDP, et le président Tidjane Thiam, nouveau président élu du PDCI-RDA. On a donc deux partis qui ont la même souche, c'est-à-dire qu'ils sont tous oufouettistes. On a donc des oufouettistes au pouvoir et des oufouettistes qui ont la chefferie, le leadership de l'opposition. Ça, c'est la première information. Elle doit pouvoir interpeller tous les autres. Quant à savoir qu'en réalité, la vie politique en Côte d'Ivoire est dominée par les oufouettistes et ils comptent la dominer encore plus longtemps. Et il faut entendre les propos du président du PDCI-RDA qui dit qu'il a conscience du travail abattu par le président Ouattara et que ce travail-là s'inscrit dans la vision du père fondateur Félix Houphouët-Boigny et qu'il prend une sorte d'engagement quant à continuer ce travail. Il a une certitude, c'est qu'il a un rôle majeur à jouer en Côte d'Ivoire. Et ce rôle est un rôle de premier plan quant à continuer le travail qui sera fait. Et ça, c'est important de le souligner. Cela veut dire que toutes les personnes qui penseraient un seul instant qu'on aurait à basculer dans un autre ordre politique, ces deux personnalités vous font savoir que les choses, ou elles se donneront les moyens de sorte que les choses ne changent pas. Et que pour ce qui est de l'ordre politique, social et économique, ce qui a été commencé par Houphouët-Boigny et continué par Alassane Ouattara va certainement continuer à se faire avec Tidjane Thiam. Je continue aussi pour dire que pour ce qui est même... Il faut que Tidjane Thiam soit élu. Non, mais c'est par rapport à son propos. Son propos n'est pas hésitant, pas du tout. Son propos n'est pas hésitant. Et il va plus loin. Il rappelle qu'ils sont oufouettistes, qu'ils partagent une vision commune, mais il le fait savoir aussi dans son interview donnée au journal Le Monde, quant à son alliance avec le PPACI. C'est drôle. Il dit, cette alliance est réelle, elle s'est même renforcée, sauf que les divergences sont majeures, notamment au niveau même de la conception économique. Quelqu'un qui dit que je vais continuer un travail qui est commencé par celui qui est président en exercice, fait savoir à son allié que nous sommes trop éloignés et qu'en réalité, s'il va falloir se rapprocher, il va falloir faire plusieurs rencontres. Et c'est lui qui le dit. Juste pour dire qu'on est donc dans une rencontre qui nous renseigne sur quelque chose, qui nous renseigne que la vie politique en Côte d'Ivoire, elle est tenue par les oufouettistes. Ils ont l'opposition, ils ont le pouvoir en place et que la construction de la Côte d'Ivoire va certainement se compter avec eux. Tidjane Thiam est déterminé. Comment est-ce que l'alliance va se faire? Je suis d'accord avec Arthur Banga qui dit qu'il n'y aura pas d'alliance ou un nouveau rapprochement avec le RHDP, mais c'est certainement à l'issue des élections, selon les résultats qui seront donnés, pour voir comment est-ce que continuer. Mais il faut que les gens sachent qu'ils ne vont plus, ils se donnent les moyens de ne plus perdre le pouvoir. Le pouvoir peut basculer entre les mains du RHDP ou du PDCI-RDA, sauf que ceux-ci constituent une société, une classe politique et qui se donnent pour mission
de ne plus jamais perdre le pouvoir et veiller à ce que ce qui a été commencé, veiller à ce que ce qui a été commencé puisse se continuer, se terminer sur... Très bien. Alors, professeur Dion, tout à l'heure, dans votre développement, vous avez dit des choses ont été dites et que nous n'avons pas entendues. Est-ce que ces choses que vous n'avez pas entendues ont été développées par vos co-débatteurs de ce soir? Certainement, parce que mieux informé, mais je pense qu'il y a ce Vous faisiez allusion à quelque chose en particulier? Non, non. Mais les rencontres de ce genre ne se font pas juste comme ça. Après, on continue. Après, on se parle. Avant même, on s'est parlé avant de se rencontrer, mais c'est le temps qui nous dira. Arthur Banga a remis au centre du débat la question du positionnement de Tidjane Thiam. Certainement, dans l'opposition, certains attendent de lui qu'il soit très acerbe en tant qu'opposant vis-à-vis du régime en place. D'autres, le voyant au palais présidentiel presque très accordé avec le président de la République, sont un peu perdus. Donc la question de son positionnement, qu'est-ce que vous en pensez, professeur Dion? Je n'en sais rien. Mais ce que je peux dire... Quelle lecture faites-vous de ce que vous voyez? Et ce sur quoi j'ai envie d'attirer l'attention des uns et des autres, c'est ceci. Il ne faut pas penser que Thiam est un gros naïf qui arrive et qui tombe dans la politique en Côte d'Ivoire. On dit que si vous voyez un mouton qui se balade au milieu des loups, c'est que ce n'est pas un mouton. C'est peut-être un loup déguisé en mouton. Thiam n'est pas un mouton qui se balade au milieu des loups. On sait d'où il vient. Il ne faut pas penser que là d'où il vient, c'est juste un monde de dauphins. La position qu'il a occupée jusqu'à aller se mettre au sommet pratiquement de la finance mondiale, c'est pas... Thiam sait que la politique, c'est pas pour les dauphins. C'est pas juste de la dauphinerie. C'est pour les requins. Merci. On a le sentiment de voir un dauphin. C'est un requin qui est là. Et je crois qu'il marche. Il marche prudemment. Il sait qu'il y a des zones sablonneuses. Il sait qu'il y a des obstacles. Il sait qu'il y a des pièges. Et je crois qu'il est en train de mettre un pas devant un autre. Ensuite, il avance. Mais ne commettons pas l'erreur de penser qu'il ne sait pas le monde dans lequel il est arrivé. Évidemment, il y a des choses qu'il apprendra au contact des uns et des autres. Et je termine en risquant quelque chose. Allez-y. Laurent Gbagbo nous a dit que Houphouët-Boigny, un jour, lui aurait dit « Hélas, tu me ressembles ». Je pense, en tant que professeur Dion, si Alassane Ouattara ne l'a pas encore dit à Thiam, un jour, il dira à Thiam « Hélas, tu me ressembles » parce que Thiam l'a laissé entrevoir, le parcours d'Alassane Ouattara est très inspirant pour une seule personne en Côte d'Ivoire, aujourd'hui où je vous parle, c'est ce monsieur qui est arrêté à côté de lui et qui s'appelle Tidjane Thiam. C'est à lui de savoir lire et de savoir s'en inspirer. D'accord. Geoffroy Julien Kouao. Oui, quelques petites précisions. Il y a plusieurs éléments que vous avez développés qui n'ont pas obtenu l'attentiment de vos co-débatteurs, sur lesquels vous reviendrez. Mais aussi, je souhaite que vous vous prononciez sur la question du positionnement du président du parti d'opposition. C'est l'allégeance. Allez-y, allez-y. Non, mais à partir du moment où vous êtes un responsable politique et que vous êtes de l'opposition, évidemment, votre positionnement est celui de l'opposant. Hein, c'est-à-dire celui qui fait des contre-propositions. Mais quand vous venez pour ascenser le pouvoir, ça veut dire que votre raison d'être n'existe pas. Si moi je suis d'accord avec vous, M. Ali, que vous êtes le meilleur présentateur de Côte d'Ivoire, etc., et que moi je suis... Non, c'est un exemple que je donne. Et que moi aussi je vais être présentateur et autre chose, donc bon, ça veut dire que je n'ai plus ma place avec vous. Okay. Je pense qu'on peut le reconnaître d'une manière ou d'une autre. Mais la rhétorique politique elle est très importante et permet de voir beaucoup de choses. Et deuxièmement, il dit que... sur les idéologies notamment. Oui, sur les idéologies, bon, je ne savais pas que les partis de centre-droit étaient membres de l'internationale libérale, alors que le RDR et le RHDP aujourd'hui sont membres de l'internationale libérale. Bon, donc je ne savais pas. Et puis deuxièmement, c'est la première fois que j'apprends,
alors que le statut du PDCI, les militants du PDCI seront extrêmement étonnés, parce qu'ils ont toujours revendiqué être du centre, et plus précisément du centre droit. Deuxième élément que je voulais préciser, c'est que, vous voyez, il y a une confusion chaque fois que le président de la République apparaît. Est-ce qu'il apparaît en tant que chef de l'État ou chef d'un parti politique? Parce que tout simplement, la nouvelle constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 a abîmé le progrès politique et démocratique instauré par la constitution de 2000, de la Deuxième République, en faisant le départ, la séparation entre la fonction de chef de l'État, président de la République, avec la fonction de président de parti. Parce que le chef de l'État, que dit la Constitution? Il incarne la nation. La nation, c'est la totalité. Or, en étant chef d'un parti, il devient partisan. C'est comme un père de famille, il a des enfants, et puis il est le chef d'un clan par rapport à d'autres. Ça fragilise le statut du président de la République. Je pense que c'est vrai qu'on peut faire des débats, mais il faut réécrire et remettre le progrès fait par la Constitution de 2000. Et puis, bon, dernièrement, Arthur disait tout à l'heure qu'il ne faut pas être carré. Non, moi, je ne suis pas carré. Non, je n'ai pas dit. Non, je ne suis pas carré. Mais bon, je l'ai repris tout de suite. Hein, je pense que sur ça, chacun, selon son éducation... Ça pas quelqu'un en particulier. Chacun, selon son éducation, utilise son vocabulaire. Mais, non. S'il vous plaît, on laisse... Non, parce qu'en fait, nous sommes des grandes personnes. Nous ne venons pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. C'est en fonction de nos statuts d'intellectuels. Mais quand on tient des propos orduriers, où on injure les autres, bon, ça c'est de l'impolitesse et ça montre la l'éducation familiale. C'est pour cela que je veille au grain. Voilà. Donc, non, parce que d'habitude je laisse, ils pensent que c'est... Non, mais je pense que c'était personnel aujourd'hui. Voilà, parce qu'il ne faut pas venir montrer sur le plateau sa mauvaise éducation familiale. S'il vous plaît, Geoffroy Julien Kouao, on va pas aller plus loin. Non, il est très mal impoli ce petit, donc il faut qu'on le cadre. On va pas aller plus loin que ça. Parce que je vous préviens. Non, Geoffroy. Il me connaît, je le connais. S'il continue prochainement, je vais le mettre à sa place. Geoffroy Julien Kouao, est-ce que vous convenez avec moi? Geoffroy Julien Kouao, est-ce que vous convenez avec moi que quand Arthur a sorti la phrase... D'abord, la phrase n'est pas injurieuse. La phrase n'est pas injurieuse. Mais c'est moi qui ai la parole. Non, mais tu as j'ai la parole en ce moment. J'ai la parole en ce moment. Je vais vous donner la parole, mais je vais vous donner la parole. Je n'ai pas été injurieux. Vous allez l'exprimer. Je vais vous donner la parole. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas une injure, évidemment. Clairement. Que de dire... on ne doit pas être carré. Mais Arthur, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Merci. De grâce. Ce n'est pas une injure que de dire il ne faut pas être carré. Même si ce n'est pas une injure... Comme ce n'est pas une injure de dire que c'est mal élevé. Pour moi, ce n'est pas une injure. Vous rendez la tâche très difficile ce soir, monsieur. Ça, c'est une injure. Quand Arthur l'a sorti, je l'ai repris tout de suite. Et pourquoi vous l'avez repris? Parce que c'est non, parce que je ne voulais pas justement qu'on assiste à ça. Non, parce que c'est mal poli. On va l'arrêter, s'il vous plaît, monsieur. Ne défendez pas l'indéfendable. Non, je ne défends rien du tout. Je dis que quand on dit à quelqu'un qu'il est carré, que ce n'est pas une injure. Alors, monsieur, d'accord, on va se mettre au-dessus. Carré, ordurier, tout ça, on va les mettre de côté. Non, mais prochainement, je suis autre chose. Dès qu'il dit quelque chose, je réplique. C'est entendu. Je ne ferai personne. Geoffroy Julien Kouao. Je ne ferai personne, Geoffroy. Alors, non, Arthur Banga, vous n'avez pas. Je ne parle pas depuis, continue. Oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est terminé. Tu ne me ferais pas. Ben là, c'est terminé. Guillaume Bateau, vous voulez réagir tout à l'heure, allez-y. Ce que je voulais dire. Tu ne me ferais pas. Arthur, c'est terminé, s'il vous plaît. Tu me ferais même pas. Ça, on l'a entendu. Vous l'avez dit. Ce que je voudrais dire. Guillaume, allez-y. Ce que je voulais dire sur le positionnement du président Thiam, puisque c'était le sujet. C'est cela. Je crois que M. Thiam a son style. C'est vrai qu'il y a une catégorie d'Ivoiriens qui voient dans la politique la confrontation permanente. J'allais dire même la confrontation physique et la confrontation verbale. Mais on peut faire de la politique en se respectant, en mettant en avant des idées et en privilégiant des approches, j'allais dire, plus soft. C'est vrai qu'entre une certaine partie des militants du PDCI et M. Thiam, il y a peut-être un quiproquo. Quand on a vu les derniers instants ou les dernières années de la vie du président Bédié et des rapports qui s'étaient tendus entre le PDCI et le RHDP, certains militants sont restés dans une, je le dis, une posture de confrontation. Mais il est clair que M. Thiam n'a peut-être pas le style du président Bédié, comme je l'avais déjà dit, il n'a pas le style d'autres hommes politiques. Il a une approche qui est plus soft. Mais je suis d'accord avec le professeur Dion, ce n'est pas quelqu'un de naïf. Il sait où il est. Il a, de mon point de vue, préparé minutieusement, ou du moins en tout cas, il a préparé son atterrissage à la tête du PDCI. Quand on voit comment il a fait une OPA vraiment en moins de 6 mois
sur le parti, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de coiffe ou qui n'a rien à vendre. Voilà, donc il sait exactement. Mais en même temps, je vous dis, quand vous allez voir le chef de l'État pour solliciter son appui, pour organiser les obsèques de votre défunt président, ce n'est pas en ce moment que vous sortez les couteaux. C'est le bon sens. Vous allez voir quelqu'un pour demander, entre guillemets, de l'aide, même si le PDC n'a pas peut-être forcément besoin d'aide pour enterrer le président Bédié, mais quand vous allez voir le chef d'État pour dire, bon, on va enterrer votre aîné, votre prédécesseur, on a besoin de votre appui, c'est pas en ce moment qu'on sort... Donc c'est pour ça que je dis que les deux personnalités ont déjà acté qu'elles auront l'occasion de se affronter sur le terrain politique. Elles n'avaient pas besoin, à l'occasion de cette audience qui a été accordée par le chef d'État, dans un environnement de deuil, de venir sortir les couteaux. Il ne faut pas s'attendre à ça. Et ceux qui s'attendent à cela, je crois que c'est eux qui n'ont pas bien compris le fonctionnement républicain. Et si vous voulez participer, si vous, téléspectateurs ou internautes, vous voulez participer à cette émission, évidemment, vous nous appelez au 27 21 59 91 00 pour donner votre avis sur l'actualité analysée, décryptée dans cette émission. Docteur Pangui, ensuite Arthur. Pour essayer de calmer les ardeurs entre Arthur et mon voisin. Non, je suis très calme. Oui, je voulais juste revenir sur les propos de M. Arthur Banga, qui estime qu'il y a des alliances contre nature. Honnêtement, je me dis que si nous sommes dans une arène politique avec des requins, comme le disait le professeur Dion, c'est tout à fait normal qu'il y ait des alliances qui se font et qui se défont. Donc, ce qu'il faut retenir en politique, c'est que moi, je ne trouve pas qu'il y ait d'alliance contre nature. Je ne dis même pas. Voilà, parce que la conquête du pouvoir, je veux dire un parti politique qui se constitue a pour objectif la conquête du pouvoir d'État, ou je veux dire au niveau, à une échelle un peu plus inférieure. Mais cette conquête-là devait pouvoir guider les différentes alliances. Et les différentes alliances sont fonction des différents intérêts qui vont se présenter au moment opportun. Donc, c'est à chaque président de parti de pouvoir analyser les différents intérêts qui se présentent aujourd'hui pour la nation et de pouvoir faire leurs alliances ou de pouvoir défaire certaines alliances. Votre pensée paraphrase parfaitement l'idée qui dit que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Justement. Donc, c'est d'ailleurs ce qui détermine l'action des hommes politiques en Côte d'Ivoire. Même si on peut le contester selon la position dans laquelle on se trouve. Vous avez terminé? Oui, je voulais juste poursuivre pour dire qu'une alliance naturelle... Bon, il n'y a pas aussi d'alliance naturelle. Il y a juste des alliances. Pour pouvoir terminer, ce sont des alliances qui se font et qui se défont en fonction des intérêts du moment. Voilà. Oh non, c'est une lecture trop simpliste et trop opportuniste de l'alliance. Un parti politique est créé pour avoir le pouvoir, on est d'accord. Mais pour le pouvoir, il s'assoit sur des principes. Parmi ces principes, il y a son idéologie. Oui. Il y en a deux grandes. Soit il se positionne à droite, inspiré par deux grands penseurs, Keynes et Adam Smith. L'un peut se dire centre-droite parce que très keynésien, l'autre peut se dire plus tard, donc très à droite. Mais on a la même pensée. Et ce que Tidjane Thiam dit dans l'interview du Monde est extraordinaire en termes d'alliance. Je suis au moins keynésien, sinon Smith. Mais qu'est-ce que je vais aller faire avec Engel, avec Karl Marx? On ne peut pas s'entendre. Et c'est pour ça que quand on prend le pouvoir, quand on va arriver sur, par exemple, que faire par exemple, des impôts, un pouvoir de gauche va te dire redistribuons. Donnons 100 francs, subventionnons. Un pouvoir de droite va te dire non, on ne subventionne pas. On va chercher à améliorer la compétitivité de l'économie. Voici cette thématique. Donc quand tu es de gauche et que tu te lèves pour aller à droite, faire une alliance, vous ne pouvez pas gouverner. Parce que le canevas dans lequel vous vous mettez ne se ressemble pas. Ils ne se croisent pas, sauf si pour toi, tu es sans valeur, sans guide, comme un ovni, peu importe, il faut que je gouverne. Que ce soit que je pense qu'on ne doit pas subventionner le gasoil, mais pour gagner, il faut subventionner le gasoil. Donc, allez, on subventionne le gasoil, oui, en ce moment-là. Mais quel est le problème? Le problème aujourd'hui, c'est que nos jeunes ne savent pas comment se fixer. Un jeune ne sait pas pourquoi il va être PDCI. Il ne sait pas pourquoi il va être RHDP. Il ne sait pas pourquoi il va être PPACI, parce que finalement, il n'y a pas de différence, parce qu'il suffit du pouvoir. Pour que je me retrouve, là, le meilleur exemple, c'est mon ami Guillaume, qui a dit que Ouattara était voleur, après Ouattara était bien, après il a été... On peut voler, c'est parti. On n'a jamais volé totalement. Terminé, on a un appel, s'il vous plaît, terminé. Donc c'est ça. Et d'ailleurs, le super débat indirect qu'on fait, Bédié et Gbagbo en 2000 était intéressant.
C'est Bédié qui est venu attaquer sur le front républicain. Il a parlé d'alliance contre nature. Quand Gbagbo revient, qu'il répond, il sort l'union sacrée. Mais c'est quoi l'union sacrée? L'union sacrée, ça, c'est le paroxysme des alliances. On suppose que le pays est menacé. Par exemple, il y a une guerre. Et c'était le cas, par exemple, en 1914. Et comme le pays est menacé, où les Chinois l'ont très bien fait, quand les nationalistes et les communistes sont mis ensemble contre les Japonais. On est menacé, on se défend. Mais qu'est-ce qui se passe après? Après, ça explose. La preuve, c'est la Chine. Et qui était le premier à annoncer la guerre froide? C'est Hitler. Parce que Hitler dit, mais capitalistes et communistes ne peuvent pas vivre ensemble. Ils peuvent me battre. Mais dès qu'ils vont finir de me battre, il y aura des problèmes. Et c'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, on a toujours des crises parce qu'on n'a aucun fondement. Maintenant, je vais répondre à la question que tu as posée à la base. La question sur le positionnement de Tidjane Thiam. Oui, Thiam, il est brillant. C'est un parcours qui fait rêver. Mais je dis qu'aujourd'hui, de par son positionnement, de par sa tactique, de par l'histoire, de par ses liens, il se questionne. Et moi, je le vois. Aujourd'hui, il utilise des thèmes progrès réalisés par ceux. Il y a des mots qui sont forts. On peut dire d'une manière, mais les manières qu'il dit sont fortes. Pourquoi? Soit il y a deux choses. Soit il est là, il a déjà une posture de chef d'État par son parcours. Donc il veut garder cette posture-là. Peut-être. Ce qui fait qu'il veut donner des cours de façon policière. OK. La deuxième chose, c'est que justement, il ne sait pas. Pour moi, aujourd'hui, je le vois donner un discours et une interview pour corriger, un autre discours offensif, une interview pour corriger. Je ne sais pas encore comment il se positionne. Donc pour moi, il est en train de réfléchir. On vous a bien compris. Guillaume, je reviens à vous tout à l'heure parce qu'on a... Oui, bien sûr. Mais vous aurez la parole, ne vous inquiétez pas. Soyons patients, faites comme Landry Couillot. S'il vous plaît, Arthur, s'il vous plaît. Nous avons M. Ben Amankou qui nous appelle de Yakassé à Tobrou. M. Ben Amankou, bonsoir. Bonsoir, Diarazoumani. Nous vous écoutons. Bien, je crois que la rencontre entre Tidjane Thiam et le président Alassane est tout à fait normale. Il est allé pour l'informer de l'organisation des obsèques d'Henri Konan Bédié, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, il va chercher à se positionner parce que pour l'heure, on ne peut pas savoir si il va faire une alliance avec le RHDP ou un autre parti politique, mais il faudrait qu'il s'entende avec les militants du PDCI afin qu'il y ait la cohésion sociale. Mais il ne faudrait pas que nous interprétons sa rencontre avec le président Alassane. Il n'est pas allé pour demander, mais il est allé pour donner une information. Mais à partir de cette information, à la veille des élections, il va tenir un langage qui n'a rien à voir avec ce langage qui tient aujourd'hui. Donc, attendons, comme le disent les Anglais, attendons wait and see. Merci beaucoup. Pour l'heure, il ne faudrait pas. Et puis, si Tidjane Thiam fait une alliance avec le RADP, c'est tout à fait normal parce que le RADP est issu du PDCI. Donc, c'est ce que moi je vois. Merci beaucoup, M. Ben Amankou, de nous avoir appelé depuis Yakassé à Tobrou. Merci pour cet anglicisme qui nous invite à la patience. Je le partage avec vous, messieurs. Soyez patients sur ce plateau. Landry Couillot, ensuite Guillaume. Allez-y. Exactement. Alors, très bien. Pour ce qui est du positionnement de Tidjane Thiam, il faut savoir que ce n'est pas tant un positionnement personnel, c'est un positionnement institutionnel. Le PDCI-RDA peut tout dire, mais il revient constamment à la question de l'alliance. Peut vouloir conquérir le pouvoir d'État, mais la donne de l'alliance est fondamentale. Et lorsque vous lisez dans le propos du PDCI-RDA, et cela traduit l'une des dernières volontés du président Henri Konan Bédié, qui est celle d'étudier les alliances, les potentielles alliances afin de choisir la meilleure. Je confie au professeur Dion que Thiam me fait penser à Macron. Actuellement, il est dans une position du « en même temps ». En même temps, on a un petit Tidjane Thiam qui dit faire une politique apaisée et qui rappelle à toute fin utile combien de fois il est proche du RHDP. Mais en même temps, il fait savoir que l'alliance avec le PPACI est certaine. Mais attention, elle comporte des insuffisances. Ça veut dire qu'ils sont dans une situation d'examen. On regarde et il dit à tous ceux qui sont autour de lui, je suis en train d'étudier, je regarde et je n'ai pas encore décidé. C'est un propos politique intelligent de sa part. Et donc, il va bien falloir savoir que Thiam, d'un point de vue de sa posture politique, a besoin d'abord de régler ce problème-là.
Et par la suite, on verra ce qu'il y a lieu d'être fait. Et lorsque vous êtes dans cette situation, vous n'entrez pas en confrontation avec quelqu'un. C'est vrai que c'est un financier, c'est un requin, comme disait le professeur Dion, c'est quelqu'un qui a de l'élan. Mais il est rattrapé par la réalité, qui est celle de pouvoir régler un problème stratégique, qui est celui de pouvoir choisir le partenaire ou l'allié politique avec lequel l'on va faire chemin ensemble. Soit ça sera le PPACI, à ce moment la question idéologique, donc stratégie sera mise de côté pour une question purement tactique, mais même là encore, on a un PDCI-RDA qui rappelle qu'il est tout fouettiste, un parti de paix et de dialogue. Donc il ne va pas vouloir s'engager dans une démarche de confrontation. Encore que pour Thiam, ce serait du temps perdu, alors qu'il a besoin, pour le peu de temps qu'il a avant octobre 2025, de pouvoir se construire un argumentaire. Il ne va pas se perdre dans la confrontation, alors qu'au niveau du PPACI, je crois que c'est l'ultime recours qu'il a lorsque vous lisez le communiqué de son comité central, qui a décidé là de pouvoir entrer en confrontation avec le pouvoir politique en place en Côte d'Ivoire. Oui, d'abord, je voulais corriger ce que tu as dit. Je rigolais. Oui, tu rigoles, mais je n'ai jamais dit que le président va être un voleur. Faut pas... Ah oui, tu rigoles, mais... En fait, la précision, allez-y. Ah oui, il faut qu'on soit précis. D'autant plus que son partenaire. Non, au-delà de partenaire, moi j'ai toujours été un critique du président Ouattara et de sa gouvernance. Mais je ne l'ai jamais dit. Voilà, je suis un peu aussi comme Thiam, on n'est pas dans la jungle. D'accord. Au moins, la précision a été faite. La précision étant faite, moi je pense que as-tu à tort de croire qu'en politique, il y a du tout idéologique. Non, et même quand un parti de droite arrive au pouvoir, il est obligé de tenir compte de la réalité. Et même quand un parti de gauche arrive au pouvoir, il est obligé de tenir compte de la réalité, donc de toujours ajuster. Pour dire qu'en politique, on est toujours dans la recherche du compromis entre nos valeurs, nos idées et la réalité du pays qu'on prend en charge. Donc, tout ce qui dit, les alliances et tout ça, on a fait beaucoup de débats là-dessus. Il n'y a pas d'alliance contre nature. Un parti politique, il vit pour prendre le pouvoir. S'il estime qu'aujourd'hui, c'est cette alliance qui nous fait... Et généralement, quand on n'est pas de la même souche idéologique, on fait des compromis. On fait des compromis et on gouverne. On rentre en compromission à force de compromis. Oui, bon, écoute, on fait des compromis. La vie est faite de compromis. D'accord, très bien, ça on l'a bien compris. Pour terminer, je reviens encore sur la poste. Je crois que le PDCI veut le pouvoir. C'est évident. Le problème, c'est que c'est Ouattara qui est au palais. Donc, il n'y a pas de possibilité. S'ils veulent le pouvoir, ils sont obligés d'affronter Ouattara. Voilà, il n'y a pas d'autre possibilité. À moins qu'ils ne veulent pas le pouvoir maintenant. Or, quand vous écoutez les discours des militants du PDCI, tout ce qui a été, justement, qui a fait porter M. Thiam, c'était que M. Thiam était pour eux la meilleure garantie d'espérer avoir le pouvoir en 2025. M. Thiam ne peut pas avoir vendu ce rêve et puis venir se rebiffer et se mettre à M. Ouattara, alors que l'objectif du PDCI, c'est de remplacer M. Ouattara au palais. Donc, il n'y a pas d'alliance possible, quelqu'un l'a déjà dit, avant 2025. D'accord, Par contre, il est obligé, et c'est pour ça qu'il va d'abord chez le président Gbagbo. Il sait que le président Gbagbo n'est pas éligible, même s'il demande à ses amis de se battre pour qu'il soit inscrit sur la liste électorale. Thiam, il est malin. Il sait que Gbagbo n'est pas éligible. Il dit que l'alliance est renforcée. Et il espère secrètement que Gbagbo ne sera pas éligible pour pouvoir ramasser la maison du PDCI et du PPACI. D'accord. Voilà. Donc ça, on vous a bien compris, n'a pas besoin Guillaume. de faire polytechnique comme M. Thiam pour comprendre ça. Merci beaucoup, Guillaume Bateau. Et 2 jours après avoir reçu Tidjane Thiam au palais présidentiel, le chef de l'État a présidé un conseil des ministres au cours duquel plusieurs décisions ont été prises en faveur des familles déguerpies de GESCO et de Boribana notamment. On va en parler dans la deuxième partie de cette émission, juste après cette courte pause. Retour sur le plateau de NCI 360, je vous le disais avant la pause, le président de la République a présidé mercredi un conseil des ministres où la situation des familles déguerpies à Boribana et à GESCO ont été évoquées. Plusieurs mesures d'accompagnement ont été annoncées, notamment des allocations forfaitaires d'aide à la construction et au relogement pour les déguerpis, ainsi que l'accompagnement des propriétaires ayant des titres fonciers en vue d'acquisition de parcelles en pleine propriété. Ces déguerpissements avaient fait grand bruit à Abidjan et même au-delà. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de prendre ces mesures pour rattraper les choses. Vous nous direz ce que vous en pensez après ce sujet de Pierre Dipomelin et Tanguy Conan. Des mesures fortes prises par le gouvernement qui vont certainement donner du baume au cœur des populations.
affectés par les opérations de déguerpissement à Boribana dans la commune d'Atekoubé et à Jesco dans la commune de Yopougon. Le Conseil des ministres, présidé par le président de la République Alassane Ouattara, a annoncé 697 millions pour l'allocation d'aide au relogement des familles déguerpies et 3 milliards pour une autre allocation d'aide à la construction. En vue de soutenir les populations affectées par les déguerpissements et d'éviter qu'elles se réinstallent dans de nouveaux sites à risque, le Conseil a adopté, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, un dispositif de relogement comprenant une série de mesures dont les 5 majeures sont les suivantes. Le soutien de l'État au relogement à hauteur de 250 000 francs CFA par ménage. Le montant global du soutien de l'État aux populations affectées dans les quartiers de Boribana à Atekoubé et de Jesco à Yopougon est évalué sur la base de cette allocation forfaitaire à 697 millions de francs CFA. L'allocation d'une aide à la construction d'un montant forfaitaire de 1 million de francs CFA par famille en vue de les accompagner dans la construction de leur maison. Des plans types seront mis à disposition des familles concernées par les agents du ministère en charge de la construction dédiés spécialement à cette tâche. Le coût global de cette mesure est estimé à 3 milliards de francs CFA pour les ménages affectés dans les quartiers de Boribana à Atekoubé et de Jesco à Yopougon. Outre les allocations aux victimes, le gouvernement va accompagner les propriétaires ayant des titres fonciers en vue d'acquisition de parcelles en pleine propriété et va mettre à disposition des parcelles soumises à des baux amphithéotiques en vue d'acquisition pour les nationaux. La mise à disposition d'un terrain de 75 mètres carrés ou de 100 mètres carrés, selon la taille de la famille, avec la signature d'un bail amphithéotique sur une durée de 20 à 25 ans pour un loyer de 10 000 francs CFA par mois, au terme duquel les nationaux impactés deviendront propriétaires des terrains attribués. Un site potentiel pour le recasement a déjà été identifié. Les travaux d'urgence d'aménagement de voiries, d'adduction en eau et en électricité seront lancés incessamment pour un coût global de 15 milliards de francs CFA. Le district autonome d'Abidjan, c'est une trentaine de quartiers précaires qui ont été identifiés avec des sites à risque. Depuis 2005, ce sont environ 10 à 15 personnes qui meurent par an suite à des éboulements, glissements de terrain, effondrements et inondations. Ce dispositif de relogement va faciliter les opérations de démolition et l'assainissement de ces zones à risque. Ce déguerpissement, je le disais, a fait grand bruit à Abidjan et même au-delà. Le gouvernement a décidé de réparer les choses. On se souvient de votre développement, Arthur Banga, vous qui avez fait référence à votre vécu dans ces quartiers de Tofiato ou de Sanloa notamment. Comment vous avez accueilli ces mesures? Soulagement, soulagement, je pense, comme tous les Ivoiriens, et soulagement encore plus pour ces populations. Après, vous avez mis dans le titre, après la pluie, le beau temps. Mais est-ce qu'on était obligé de passer par la pluie pour avoir le beau temps? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Donc, on aurait pu, depuis longtemps, prendre ces mesures, accompagner les déguerpissements, mais mieux vaut tard que jamais. Et je suis heureux que le gouvernement ait pris lui-même les choses en main et qu'il ait donné un cadre. D'ailleurs, ça répond à ce que disait tout à l'heure Guillaume. Oui, évidemment, quand tu as une idéologie, tu n'es pas carré. Tu ne restes pas que sur l'idéologie. Tu regardes la réalité, tu l'apprécies, tu le défends. Voilà. Donc, c'est normal qu'un gouvernement de droite, face à la paupérisation d'une population, prenne des mesures populaires. Voilà, c'est normal dans la gestion. C'est ce que le gouvernement a fait. Mais ça n'empêche pas que c'est un gouvernement libéral, de centre-droit, qui est au pouvoir. Et sans être carré, il a su appliquer de nouvelles mesures. C'est ça le plus important. Donc, je suis tout à fait content pour les populations. J'espère que cette façon de faire... Parce que n'oublions pas, ce que je disais, n'oublions pas que c'est un défi. Il ne faut plus de bidonville en Côte d'Ivoire. Donc, j'espère que cette façon de faire va inspirer les prochains déguerpissements. Parce que oui, il faut assainir les quartiers précaires.
Et ce qu'on peut assainir, tant mieux on assainit par des routes, par des ponts, par des toilettes, par des écoles. Ceux qui sont dans l'obligation d'être déguerpis parce qu'il y a des dangers, il y a des menaces sur les populations, oui, il faut... En revanche, il y a une mesure qui m'a un peu laissé sur ma faim. Laquelle? Celle qui est consacrée aux nationaux sur l'acquisition des parcelles. Je ne comprends pas pourquoi elle est restée qu'aux nationaux. On a un idéal qu'on a dans la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le pays de l'hospitalité. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est un pays leader de la CEDEAO. La CEDEAO qui va aller vers une citoyenneté ouest-africaine. Donc, je pense que, pour moi, même pas 5 à 10% de la population dans ces quartiers qu'on va, malheureusement, qui ne pourront pas bénéficier. Pour moi, ce n'était pas nécessaire. Au contraire, on avait une occasion, là, de dire que tout Africain est chez lui en Côte d'Ivoire et qu'on allait prendre les mêmes mesures pour tous. Moi, c'est juste ça que je regrette parce que nationaux comme étrangers dans ces quartiers-là vivent la même souffrance et ont les mêmes attentes des autorités qui dirigent ce pays-là. Très bien. Geoffroy Julien Kwao, comment vous réagissez sur ce sujet? Du strict point de vue du droit, nous sommes dans l'hypothèse de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Alors, qu'est-ce que l'expropriation pour cause d'utilité publique? C'est une procédure administrative qui permet à la puissance publique de porter atteinte au droit de propriété malgré, nonobstant, son caractère sacré et inviolable. Et ce, pour obtenir, par voie de cession forcée, le transfert d'un bien immeuble à son profit. C'est-à-dire que l'État peut se permettre de prendre votre propriété pour cause d'utilité publique, par exemple faire une route, construire une école, etc. Cependant, la Constitution, en son article 11, enferme cette expropriation dans une série de conditionnalités qui se résument en une indemnisation juste et préalable. Qu'est-ce que ça veut dire? En français facile. Lorsque l'État veut prendre ma maison ou mon terrain, l'État évalue d'abord mon bien en numéraire. C'est-à-dire que j'ai construit, par exemple, à GESCO en 1980, ma maison à 10 millions. Nous sommes en 2024. Cette maison que j'ai construite à 10 millions en 1980 vaut maintenant 50 à 70 millions. Et l'État doit faire une indemnisation préalable, c'est-à-dire doit me payer d'abord mes 70 millions avant de casser ma maison. Autrement dit, l'indemnisation se fait a priori et non a posteriori. Et là, ça a été fait a posteriori. Soit. Mais le problème, c'est que le montant de ces indemnisations me paraît totalement dérisoire. Quand on dit qu'on va donner 250 000 francs à des locataires pour leur permettre de trouver une autre maison, vous savez que la caution en Côte d'Ivoire, c'est combien? 4 mois, selon l'État. C'est-à-dire que vous payez 2 mois d'avance, 2 mois de caution. Et si on donne 250 000 francs à une personne, je crois que ça fait 2 mois, s'il vous plaît. Ça fait... Non, je crois que ça fait 2 mois maintenant. C'est 1 mois d'avance, 1 mois de caution. C'est pas 4 mois. Bon, supposons. Il y a même un numéro vert pour signaler les propriétaires qui iraient au-delà. Terminé, je crois. Supposons. Terminé. Et donc, si on donne 250 000 francs à une personne, c'est-à-dire la moitié, ça fait 125 000 francs. 125 000, pour vous, c'est peu? C'est largement insuffisant. Largement insuffisant. Deuxième chose, lorsqu'on dit qu'on va donner aux propriétaires une somme de 1 million pour leur permettre de commencer à bâtir leur maison, évidemment, selon le communiqué que j'ai vu, on va leur donner le plan, le terrain, je crois bien, le terrain est offert. C'est cela. Mais attends, je ne sais pas où on est. Avec 1 million, qu'est-ce qu'on peut commencer dans la construction d'une maison? Avec 1 million encore, il va en 2024. Bon, encore pas encore le plan, mais ils ont proposé de leur mettre à disposition des plans. Je pense que, d'abord, il y a eu une erreur. Ces mesures montrent que le gouvernement reconnaît son erreur. Je pense qu'aujourd'hui, les institutions de la société civile ont décidé de saisir le tribunal. Je pense que c'est ce qu'il faut faire pour que le juge administratif fixe lui-même, parce que ça, c'est comme ça qu'un état de droit fonctionne, fixe lui-même l'indemnisation que l'administration doit payer aux déguerpis. Parce que l'administration ne peut pas se prévaloir d'une faute par elle commise pour sanctionner les administrés. Et ensuite, elle commet la faute et c'est elle qui fixe le montant de l'indemnisation. Très bien. Docteur Poirier. Je vous remercie. S'il vous plaît. Je voulais
dire à mon voisin que sur le cours de l'expropriation, pour ma part, son opinion est isolée sur la question. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans un cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. C'est vrai, en faculté de droit, je veux dire, on a pu voir l'expropriation, mais nous sommes dans un cas de respect de l'ordre public. Respect de l'ordre public. Et l'ordre public fait appel à une trilogie d'éléments, à savoir l'esthétique, la sécurité et la salubrité. Ce sont les éléments dont il faut faire appel en la matière. Pour rappel, l'expropriation doit suivre une procédure. Je donne un exemple banal. L'État a besoin de votre parcelle pour une activité bien précise. Expropriation pour cause d'utilité publique. Dans le cas d'espèce, nous ne sommes pas dans un cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. Pourquoi? Parce que ces terrains étaient dangereux pour les populations. Donc, dans le rôle régalien de l'État de protéger les populations, c'est dans cet élan que le gouvernement, ou du moins le district d'Abidjan, merci beaucoup, le district d'Abidjan décide de déguerpir ces populations. Bien sûr, dans ce déguerpissement, le président de la République a demandé à ce qu'il y ait une sorte d'humanisation de ce déguerpissement. Sinon, pour ma part, ce déguerpissement était fondé, justifié, parce que quand on voit le nombre de morts sur ces terrains, quand on voit le nombre de pertes en vies humaines, la situation géographique. Et en termes d'esthétique, lorsque nous rentrons à Abidjan aujourd'hui, par la voie, je veux dire, la première chose que nous remarquons, nous voyons Jesco, Boribana, ces différents quartiers. Et pour l'image de marque que la Côte d'Ivoire veut devoir construire pour les échéances futures, les déguerpissements devaient avoir lieu. Moi, terminé. On peut ne pas être d'accord sur ma position qui quand même enlève une sorte d'humanisation à la chose, mais d'un point de vue juridique, pour rappeler à mon voisin que la position du droit est très claire. Nous ne sommes pas dans un cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, mais plutôt dans un cas de respect de l'ordre public. Et pourquoi il y a indemnisation? L'indemnisation, pour ma part, rentre dans le cadre de l'humanisation que le président avait demandé dans le cadre de ces déguerpissements. Donc c'est pour ça qu'on donne des allocations pour permettre, parce que le président de la République, bien sûr, on voit qu'on est en train de casser sur la base de certains textes qui sont clairement présentés. Mais ce sont des personnes humaines qui vivent sur ces différents sites-là. On a vu tout dernièrement, avant de venir, on a pu voir que ces différentes populations vivaient sur les différents sites et leurs besoins naturels étaient faits sur ces différents sites. Ça pourrait créer d'autres problèmes. Et le problème de l'environnement pourrait être présenté un jour. Le problème de sécurité à ces différents endroits-là pourrait ressurgir. Et pour pallier à ces différents problèmes, pour ma part, le président de la République, ou du moins l'État de Côte d'Ivoire, décide de reloger les populations. Donc quand le gouvernement parle de s'il vous plaît, c'est moi qui dirige le débat. Vous me rendez la tête difficile. S'il vous plaît, non, on va pas faire un débat entre vous deux. C'est pour comprendre. Non, ça j'ai bien compris. La question que vous lui posez maintenant, vous la lui poserez un peu plus tard. Guillaume Bateau, c'est à vous à présent. Pangui, docteur Pangui. Oui, je pense que Pangui, le ministre Bakongo a vraiment besoin, va le recruter. Pourquoi? Il donne son point de vue. Oui, mais point de vue. S'il y a quelqu'un qui est content, c'est le ministre Bakongo. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous? Ce que je voulais dire, et je suis d'accord avec lui, qu'on n'est pas dans un cas d'expropriation. Ça, c'est clair. Je crois qu'on n'est pas juriste, mais ce n'est pas un cas d'expropriation. Deuxièmement, c'est quoi? Là où je suis encore d'accord, non, c'est pas toi qui poses des questions. Là où je suis d'accord, c'est que d'abord, je ne comprends pas pourquoi on ne cite pas les gens de Banco. Parce que quand même, il y a eu des dégraissements. Dans ces mesures? Oui. Bon, dans les mesures, quand on a écouté le porte-parole du gouvernement, il n'a parlé que de Jesco et de Boribana. Alors qu'il y a eu aussi des dégraissements au niveau de Banco. Peut-être que, je ne sais pas s'il assimile Banco à Jesco, bon, mais il faut peut-être une précision à ce niveau. Deuxièmement, là où, par contre, je suis un peu d'accord avec ce que Julien a dit, c'est que c'est sur les montants. Sur les montants, est-ce que ces montants peuvent permettre aux personnes de se reloger efficacement? Ça, on pourra en discuter, puisqu'on ne connaît pas les détails. On a parlé des plans, s'il y a des terrains qui sont donnés, s'il y a par exemple du matériel qui est offert, et peut-être que ça peut aider effectivement à ce que chacun rentre dans ces plans. Mais en définitive, il faut se féliciter de la décision du gouvernement d'apporter une aide à ces populations qui ont durement ressenti dans leur chair ces déguerpissements. Parce que pendant longtemps, plusieurs jours après,
notamment au niveau de Boribana, les gens continuent de dormir sous les ponts. Donc, visiblement, on savait que ces gens ne savaient pas où aller. Donc, il faut se féliciter du fait que le gouvernement ait pris la décision donc, de les accompagner. Il faut espérer que ces accompagnements vont se faire dans la transparence, et que, effectivement, seront accompagner les vraies victimes. Parce que malheureusement, dans notre pays, dans ce genre de situation, il y a toujours des petits malais qui remplacent les vraies victimes par des victimes préfabriquées. Et après, on ne règle pas les problèmes des vrais concernés. On va accorder le bénéfice du doute à la cellule de crise qui a été mise en place, qui sera dirigée par la primature. On va exercer notre droit de vigilance, même si on leur accorde le bénéfice du doute, il faut exercer son droit de vigilance. D'accord. Pour que bien sûr. Les vraies victimes soient récompensées, pour que ceux qui ont perdu des biens... Soit dédommagés, récompensés, dédommagés, je préfère. Ouais, c'est pas une récompense. Très bien. Voilà. Professeur Donc voilà Dion. ce que je voulais dire de façon générale, en espérant aussi que les gens de Banco vont être concernés. Vivement. Professeur Dion. Je pense que Guillaume a enlevé les mots de la bouche quand il utilise le terme de transparence. C'est ça mon inquiétude. Le gouvernement vient de prendre des décisions. Maintenant, dans l'exécution, il faut qu'il y ait de la transparence. Et ça, c'est important. Deuxième chose, éviter que la destruction de ces bidonvilles ne crée de nouveaux bidonvilles dans Abidjan. On n'aura rien fait. Donc, il faut vraiment veiller à ça. L'autre chose, c'est que c'est un projet. En principe, dans les étapes constitutives d'un projet, on ne devrait pas arriver à ça. Le gouvernement ne devrait pas réagir de cette façon, puisque si le projet a été bien conçu, on aurait déjà indemnisé, comme on dit, les gens seraient déjà partis. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Est-ce que c'est le suivi après, quand on a fini d'indemniser, on a mis du temps et on a laissé les gens recoloniser les espaces qui devaient être dégagés? Est-ce qu'on n'a pas suffisamment protégé les espaces? Donc c'est pour ça que moi, tout ce temps qu'il y a eu le débat, je m'interrogeais sur la pertinence du projet en tant que tel. Vous voyez, Benjamin Franklin qui dit que celui qui échoue à planifier, il planifie l'échec. Et il faut vraiment que les gens gardent ça à l'esprit. Dernière chose, nous sommes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire solidaire. Chez nous, on dit qu'une mère qui a des jumeaux, comment elle se couche? Sur le dos, pour que chacun des enfants puisse téter. La justice sociale doit nous conduire à faire davantage pour chacun des Ivoiriens pour que nous soyons un peu mieux logés et un peu mieux lotis dans ce pays qui, il me semble, a suffisamment de moyens pour que nous ayons suffisamment le minimum. Très bien. Landry n'est pas encore intervenu sur ce sujet, allez-y. Deux choses. Merci bien, Ali. D'un point de vue, ma réflexion va porter d'abord sur un point de vue juridique et puis sur un point de vue de la gouvernance. Ah, mais on ne l'avait pas remarqué. Sur le pan gauche de cette table, c'est tous des juristes. Allez-y, allez-y. Je vais les mettre à l'aise, les mettre d'accord, parce qu'il y a deux écoles qui s'affrontent. Allez-y. Il y a deux écoles qui s'affrontent. Et je voudrais rappeler à toute fin utile, et Geoffroy lui-même l'a dit, les organisations de la société civile ont saisi le juge. Donc le juge administratif sera emmené à trancher la question. Donc il n'y a pas besoin de faire de la bataille là-dessus. Parce que le seul qui est capable de pouvoir dire le droit, c'est le juge. Et la Côte d'Ivoire est un État de droit. Nonobstant le fait que l'État de Côte d'Ivoire ait pris sur lui-même de pouvoir apporter l'aide financière aux administrés, aux personnes concernées ou visées, il y a que le juge va se prononcer. Il faut se féliciter qu'en Côte d'Ivoire, il y ait la solution juridique qui soit donnée concurrentiellement à celle qui est donnée par le pouvoir exécutif. Il faut s'en féliciter. Seconde chose, d'un point de vue de la gouvernance, il y a 2 semaines, je disais que on l'a rappelé pour ce qui est de la Côte d'Ivoire solidaire. Une telle action nécessite de pouvoir porter un regard particulier avant, pendant et après. Cela a manqué. Mais va-t-on rester à épiloguer sur les dysfonctionnements? Non. Il faut apporter des solutions de redressement. En entreprise comme dans un État, on a un programme. Le programme de gouvernement est piloté. Donc il y a un système de pilotage stratégique qui a pour rôle de pouvoir redresser. Quelqu'un a été envoyé, sauf qu'il n'a pas su s'envoyer. Il faut réagir avec diligence à l'effet de pouvoir baisser la tension. Cela a été fait. On peut discuter même de la pertinence
ou de l'efficacité des mesures. Mais la chose la plus importante, c'est que même ces mesures, semble-t-elle, peut-être qu'elles ne sont pas suffisamment celles que nous aurions préférées, mais il va falloir se donner les moyens de les mettre en œuvre. Et pour les mettre en œuvre... généraliser. Mais justement, je suis d'accord, parce qu'il faut avoir une méthodologie généralisée. Il faudrait que ce soit pareil partout désormais, et surtout, veiller à ce que le comité de suivi mis en place au niveau de la primature, et qui sera certainement régenté par le Premier ministre Begremombe, qui apparaît désormais comme étant le grand redresseur de l'État de Côte d'Ivoire, puisse veiller à ce qu'il n'y ait pas, comme disait Guillaume Bateau, de petits malins. Comme toi. Et or, en réalité, puisque dès le départ, on n'a pas pris la peine de recenser les populations, on a donc un manquement, une faille dans le système, et certaines personnes peuvent profiter de cette faille du système pour inscrire des personnes qui, naturellement, n'auraient pas droit à cela. Et je m'inquiète pour les fameux terrains qui seront mis à disposition. Attention, donc j'appelle l'attention du gouvernement, du Premier ministre, à l'effet de veiller à ce que ceux qui ont réellement droit à ces différents avantages accordés par l'État de Côte d'Ivoire puissent les recevoir, de sorte que ce ne soit pas une hirondelle qui annoncerait le beau temps, mais il y a une réelle embellie dans la vie de ces populations. C'est cela, et c'est ce que tout le monde souhaite, évidemment. Professeur Turbanga. Rapidement, je vais donner... Il y a de l'expropriation en Côte d'Ivoire, mais je ne pense pas qu'on était dans un cas d'expropriation, puisque moi, j'ai été témoin. J'ai un pote qui avait sa maison. Un pote. Un ami, vous voulez dire? Un ami, oui, bien sûr. Qui avait sa maison, et il était prévu l'élargissement d'une route, qui devait donc emporter sa maison. Il y a un cabinet qui est venu. Il n'a même pas voulu les recevoir. Il m'a appelé, on essayait de se plaindre, on est allé. Mais quand le monsieur du cabinet lui expliquait, à la limite, mon ami souhaitait qu'on casse sa maison maintenant. Parce que le cabinet vient, ils estiment ta maison, l'État est présent. Là, il y avait l'AGEROUTE qui était partie prenante. L'AGEROUTE était présente, ils ont estimé. Et finalement, puisqu'ils allaient déplacer plein de maisons, et quand ils ont même annoncé à mon ami que finalement ta maison ne sera plus touchée par le projet, je peux vous dire qu'il est arrivé à avoir une maison grande pendant longtemps. Donc il y a cette stratégie-là qui est en place. Après, nous déjà, à l'époque, quand j'étais encore ministère de l'Intérieur, on identifiait déjà les zones les plus à risque et on partait dans les quartiers, bien avant, on faisait déjà ça. On enlevait des maisons, ça se fait désormais. Aujourd'hui, le gouvernement a trouvé un moyen, peut-être que le juge va le confirmer ou l'infirmer, mais un moyen d'aider. Après, on peut estimer que c'est modique même, mais il y a quand même quelque chose qui est fait, qui coûte des milliards de francs CFA, que le gouvernement met à disposition. Il faut maintenant que ça continue pour tous les autres sites à déguerpir. Parce qu'il ne faut pas oublier, et je reviens là-dessus, qu'il y a vraiment des sites à déguerpir. Je suis d'accord. Il y a vraiment des sites à assainir. Il ne faut pas que la bévue ou l'erreur de départ sur Boribana, Gesco et Banco annule tout un projet d'assainissement. Et je vais terminer par dire, oui, il faut qu'Abidjan soit propre. Oui, il faut qu'Abidjan soit beau. Oui, il faut qu'Abidjan soit salubre. Mais pas en sacrifiant la Côte d'Ivoire solidaire. Ces gens qui sont là-bas, ils n'ont pas le choix. Je pense que la Côte d'Ivoire solidaire a été déclarée par la Salvatore. C'est un engagement qu'il a pris en face de nous. Il ne peut pas trahir la Côte d'Ivoire solidaire au nom de l'esthétique. Très bien. Alors, Geoffroy, tout à l'heure, vous sembliez vouloir poser une question à Dr Pangui. Non, mais quoi on appelle... André Couillot a apporté son élément de réponse. Nous a départagé. D'accord. Non, ce qu'il dit n'est pas... Non, j'arrive. Ce qu'il dit n'est pas aussi à rejeter, parce que même dans comme pas d'utilité publique, ça renferme aussi la trilogie de l'ordre public. Donc là, il n'y a pas de souci. Seulement, ce que moi j'aimerais dire, où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est son point de vue, il est respectable, c'est que la Côte d'Ivoire doit être propre, doit être présentable, donc au détriment des pauvres. Or, les pauvres sont le produit d'une gouvernance. S'il y a assez de pauvres en Côte d'Ivoire, c'est la conséquence d'une gouvernance. Mais qui gouverne? Et ça, c'est le propre des gouvernements libéraux. Ils ne luttent pas contre la pauvreté, mais ils luttent contre le pauvre. Et ça, c'est des choses à revoir. C'est normal. Vous voulez rendre Abidjan beau. Tant mieux. Mais indemniser d'abord les populations pauvres. Vous savez, tout à l'heure, vous parlez d'absence idéologique et autres, etc. Non. Et là, je suis d'accord avec Arthur. La politique est basée sur un idéal. Lorsque vous n'avez pas un idéal, vous ne pouvez pas faire de la politique. Si vous pensez qu'à tout moment, vous pouvez, par voie de stratégie, vous rapprocher des uns et des autres, mais ne faites plus de la politique.
C'est parce qu'on n'a pas les mêmes conceptions du monde. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Pour les hommes de gauche, par exemple, le logement est un droit, le travail est un droit. L'État se doit de loger tous les citoyens. Et Dion Bateau l'a noté, je crois que c'est Dion, mais c'est Dion, pour dire qu'il faut venir à l'époque à construire les Sikoji, les Selmer et autres, parce qu'il faut venir avec une vision socialiste du pouvoir. Et lui-même le disait. Donc, le droit de loger, et c'est pour ça qu'on a construit les Sikoji, les Selmer, les Sojefia, à des prix extrêmement modiques. Quand vous prenez par exemple la Riviera Golf, la cité Balte, la cité Paillé et autres, mais c'était des maisons totalement presque gratuites qu'on a mis à la disposition des choses pour une politique sociale. Parce que pour les hommes de gauche, le logement est un droit. Alors que pour les hommes de droite, ce n'est pas un droit, c'est le tout marché. La première des choses à faire, c'est d'enrichir davantage les riches et d'appauvrir davantage les pauvres. Ça, c'est une lecture. Je peux répondre à ça rapidement. Non, je demande. Mais vous n'avez même pas besoin de demander. Je distribue de façon équitable la parole. C'était à vous, mais j'ai bien envie de passer la parole à quelqu'un d'autre. Oui, c'est difficile. Rapidement, au pas de course. Très rapidement. Comme on l'a dit au départ, j'ai l'idéal de droite. Mais j'ai une réalité, au fait, il a dit, je suis un homme de droite, mais je suis dans un contexte politique d'un État à mettre en œuvre où il n'y a pas assez de capitaux privés pour financer la richesse et financer les logements. Donc, il crée les sociétés d'État. Politique empruntée à la gauche. Mais dès qu'on peut, on privatise. Et c'est pour ça qu'on avait à côté un code d'investissement des plus attractifs. On avait déjà commencé une politique d'endettement. Aujourd'hui, les gens parlent d'endettement comme c'est nouveau, des plus attractifs. En même temps, la réalité fait qu'on ne peut pas laisser des gens dans la rue. C'est pas parce que je suis libéral que je vais laisser, par exemple, des petits planteurs face à des multinationales. Donc, sur ces points-là, je peux aller regarder à gauche ce qu'ils font en rappelant que je suis libéral. Et dès que la possibilité d'avoir des gens qui peuvent financer maintenant les logements, l'État s'est retiré. Dès qu'il y a eu ça, on a laissé maintenant, aujourd'hui, il y a les agences privées qui sont leaders dans l'immobilier. Parce qu'on est revenu aux positions de départ de notre idéal de droite. Mais un idéal de droite qui ne veut pas dire qu'on laisse les pauvres. L'idéal de droite, c'est de dire quoi? C'est la richesse qui va enrichir. Et donc, créons les conditions d'assainissement financier, d'entreprise pour que la richesse qui se produise facilite le développement, etc., etc. Chez les gens de gauche, oui, il faut plutôt aller, je suis bien d'accord avec lui, c'est certaines positions, quitte à couper les riches. Donc, comme c'est un gouvernement de gauche, par exemple, il sera très facile à mettre des impôts sur les multinationales, ceci, cela, alors qu'un gouvernement de droite va se dire non, 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 il faut justement les laisser travailler. Et d'ailleurs, ça s'est senti de 2011, c'est ça peut-être la deuxième fois qu'on est d'accord dans l'émission, de 2011 à 2019, Alassane Ouattara n'avait pas de virage social. Parce qu'il pensait, en tout libéral, que la croissance économique qui se faisait allait naturellement se redistribuer et tirer la population. Au bout d'un moment, il y a la réalité. Il a fait un virage avec une politique sociale du gouvernement dans laquelle il essaie d'impulser, de redistribuer ce que la croissance va te donner. Donc il y a quand même, je suis d'accord là, il y a quand même une base idéologique que tu dois avoir qui va guider ton raisonnement politique. À partir de ce moment, ça me permet de choisir mes alliances, de choisir mes priorités et, comme je ne suis pas carré, en réalité, de voir et d'appliquer ce que le terrain impose. D'accord, nous sommes au terme normalement de ce temps imparti pour ce sujet. Je vais faire une exception à Guillaume Bateau et Landry Couillot s'ils sont disciplinés. Vous avez 30 secondes chacun, allez-y. Je suis discipliné, j'ai 30 secondes. Moi, je pense qu'on peut passer des jours sur ce débat idéologique. On est d'accord. La vérité, c'est qu'on ne gouverne, je l'ai déjà dit, on ne gouverne jamais uniquement à gauche ou uniquement à droite. On gouverne des êtres humains qui ont des besoins, on tient compte de l'environnement social, économique, culturel, et puis on essaie de faire avancer. Parce que sinon, ce que je dis, Julien, mais c'est dans un monde idéal. Mais le monde, on n'est pas dans l'idéalisme. Il y a ce qu'on souhaite et il y a la réalité. Et on a vu partout, dans beaucoup de pays dans le monde, où les gens sont arrivés. Je peux prendre seulement le cas du PS en France. Quand ils sont arrivés en 81, ils avaient de grandes idées de gauche, mais il y a eu ce qu'on appelle le virage. À droite. À droite, pas à droite, mais... C'était plutôt centre-gauche avec Roca, c'était pas tout à fait à droite. Oui, mais au moins, on a vu qu'à partir de 83, ils essayaient de redresser. D'accord, voilà. Donc, je veux dire qu'il ne faut pas être dogmatique sur ces questions idéologiques, parce que, je le dis, il n'y a pas un gouvernement qui
gouverne uniquement à droite et il n'y a pas un gouvernement qui gouverne uniquement à gauche. On fait toujours des compromis et c'est ça la démocratie. Bien pris. Landry ? On conquiert le pouvoir d'État avec des idées, donc avec une idéologie, mais on gouverne avec de la responsabilité et de la lucidité. En effet. On ne peut pas redistribuer si on ne crée pas la richesse. Vous redistribuez quoi? Vous n'avez rien. Vous redistribuez quoi si vous ne pouvez pas créer? Ce que l'on demande dans la gouvernance, c'est de pouvoir créer les conditions. S'il faut même chercher au niveau des libéraux la stratégie pour pouvoir créer de la richesse et avoir l'intuition de gauche à l'effet de pouvoir la redistribuer. On n'a donc pas à caricaturer pour dire qu'un gouvernement libéral crée de la pauvreté. Non. On conquiert le pouvoir avec l'idéologie, mais on gouverne avec responsabilité et lucidité. Et ça, c'est ainsi qu'on construit une nation. On reste inspiré. S'il vous plaît, messieurs, on va passer au chapitre de l'actualité internationale et on se rend évidemment au Sénégal, où ils sont 19 les candidats en course pour l'élection présidentielle prévue pour le dimanche prochain. La campagne électorale se poursuit. Bassirou Diomaye Faye, soutenu par l'opposant Ousmane Sonko, sont sortis de prison, vous le savez. Ils étaient ce week-end dans le sud du pays notamment. On fait le point avec notre reporter Salif Yalekwe et vos analyses juste après. 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour l'élection présidentielle au Sénégal. La campagne électorale ouverte samedi dernier bat son plein dans un contexte marqué par le jeûne du Ramadan. Parmi les candidats, Bassirou Diomaye Faye, l'allié du chef de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko, interdit de se présenter pour ce scrutin. Ils se sont rendus samedi dans le sud du pays, où ils ont été accueillis par des centaines de partisans après leur arrivée dans la station côtière de Cap Skirring, en Casamance. Anta Babacar Ngom est également sur le terrain, au pas de course pour convaincre les électeurs. Celle qui se considère comme la candidate des femmes a pour ambition de faire tomber les barrières de la société conservatrice du Sénégal pour devenir la première femme présidente du pays. Amadou Ba, ancien Premier ministre sénégalais, va lui porter les couleurs du camp présidentiel à l'élection présidentielle de 2024. La campagne électorale, censée durer 21 jours, a été raccourcie d'une semaine après un changement de dernière minute dans le calendrier électoral. Macky Sall, qui a déjà effectué 2 mandats, ne se représentera pas. Son mandat de président expire le 2 avril prochain. Sa décision prise en février dernier de reporter l'élection présidentielle et de tenter de la repousser à décembre avait déclenché une crise. Le Conseil constitutionnel est intervenu, l'obligeant à reporter la date au 24 mars. Alors, la situation est inédite au Sénégal. Les élections devraient avoir lieu dans le mois de février, finalement. Vous connaissez le développement de la situation, l'actualité qui s'est produite dans ce pays. Le Conseil constitutionnel et le chef de l'exécutif se sont accordés sur la date du 24 mars qui tombe le dimanche prochain. Une campagne électorale a été ouverte au pas de charge le samedi dernier. Les candidats se bousculent justement pour aller séduire l'électorat. Que pensez-vous de cette campagne et les perspectives pour la présidentielle du dimanche prochain au Sénégal? Landry Couillot, cette fois on commence par vous. Merci bien Ali. Je crois que les convictions sont faites. On n'a pas besoin d'un mois, de 2 mois. La dynamique et le rythme de la vie politique depuis plus d'1 an a permis aux uns aux autres de savoir où ils vont voter, qui vont voter. Ça c'est clair. Il fallait désormais pouvoir mettre en place la mécanique électorale. Il y a eu des décisions malheureuses du président Macky Sall, regrettable. Mais nous avons un Sénégal qui est un État où il y a un dialogue entre les différentes institutions et qui permet d'avoir un équilibre de pouvoir. Le Conseil constitutionnel a agi en tant que Conseil constitutionnel au regard de la loi et lorsqu'il fallait invalider, il a invalidé. Lorsqu'il fallait redresser, il a redressé. Et lorsqu'il fallait pouvoir sauver la vie de la nation, il l'a fait. Le Sénégal aura ses élections le 24. Au pas de course, ma foi, certainement, mais il n'y a que les électeurs ont la certitude de qui ils vont voter. Et ça, c'est la chose la plus importante. D'un point de vue politique, nous nous rendons compte que ce que Macky Sall avait lié les délits, ce qu'il avait lié le délit éponge, j'y vois une sorte de victoire politique. Je ne parle pas de la victoire de l'élection présidentielle, mais une victoire politique de l'opposition et surtout de Sonko. Parce qu'au final, avec tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on nous a fait voir, on a qu'il est libre, on a qu'il a un candidat issu de son parti qui se présente à l'élection. On voit qu'en réalité, tout s'effondre.
et que Macky Sall n'est pas candidat parce que c'était son principal argument politique. Il réussit cela. Et on a surtout un président Macky Sall qui s'est sabordé. Il s'est sabordé. On n'arrive même pas à comprendre les raisons. Il a décidé de ne pas être candidat. Félicitations. Quelles que soient les circonstances, mais l'honneur lui reviendrait. D'où vient-il qu'il prenne des décisions en vue de pouvoir se... on a l'impression qu'il était pris par le syndrome de Dieu, de celui qui pouvait apporter toute solution à son pays. Il est redescendu sur terre parce qu'au Sénégal, il y a un État. Un État fort parce qu'il y a des institutions fortes qui sauvent la démocratie, qui sauvent l'État et qui évitent une crise politique majeure. Et pour nous autres qui sommes partisans de la démocratie, c'est un soulagement. Parce qu'imaginez le Sénégal basculer. C'est ceux d'en face qui auraient applaudi. Mais nous nous rendons compte qu'à l'image du Sénégal, il y a encore des pays en Afrique en capacité de pouvoir donner de l'espoir à ceux qui croient en la démocratie. Très bien. Guillaume ? Oui, je ne sais pas si c'est l'État sénégalais, même si je respecte carrément le Conseil constitutionnel, mais je crois qu'il y a une opinion publique forte au Sénégal. C'est ça. Je crois que les institutions sénégalaises s'adossent à une opinion publique qui est forte. Je ne pense pas que, avec tout le respect que j'ai pour les juges constitutionnels sénégalais, je ne pense pas que la chose aurait été très facile si ils n'avaient pas l'opinion publique sénégalaise qui s'est mobilisée. Je voulais aussi, au-delà de cette opinion, vraiment saluer l'intelligence politique de Sonko et de ses amis. On a vu qu'ils étaient en difficulté, mais ils ont positionné un candidat, ils en ont positionné même plusieurs, pour se donner la possibilité de peser dans le débat politique. Oui. On n'a pas souvent vu ça, notamment en Côte d'Ivoire, où des chefs de parti grabataires s'accrochent et il faut croire que sans eux, rien n'est possible. Ces jeunes Sénégalais nous donnent des motifs réels d'espoir. Sonko était empêché de compétir, ils se sont organisés et Diomaye Faye, qui va les représenter, même étant en prison, puisqu'il n'avait pas été définitivement condamné, ils ont choisi de le présenter, même d'autres candidats qui auraient pu aussi, au cas où Diomaye Faye était empêché, compétir pour le PASTEF. C'est ça. Moi, au-delà de tout, c'est cet exemple de ces jeunes Sénégalais, ces jeunes démocrates que moi je veux saluer. Et je dis, aujourd'hui, malheureusement pour le président Macky Sall, il a scié sa majorité. Aujourd'hui, il est obligé de libérer Sonko, de réhabiliter le PASTEF, de faire tout ce qu'il aurait dû faire il y a 1 an, il y a 2 ans, pour donner une chance à son candidat. J'espère seulement que tout va bien se passer, parce qu'on entend déjà des rumeurs de tentatives de fraude, etc., et que tout va bien se passer, que le vainqueur, en tout cas, que le vainqueur sera le vrai vainqueur, et que le Sénégal va reprendre sa vie démocratique normale, parce qu'il y a eu des acteurs responsables, les juges constitutionnels n'ont pas tremblé, l'opinion publique sénégalaise s'est mobilisée, et il y a eu aussi ces militants du PASTEF qui ont fait vraiment preuve de maestria politique pour contraindre, parce que vous savez, si Sonko s'était maintenu, avait refusé de choisir quelqu'un d'autre, ça aurait été plus compliqué. Mais je dis, tout est bien qui finit bien, mais il faut vraiment féliciter le PASTEF, l'opinion sénégalaise et les juges conditionnels. Très bien. Dr Kmangi ? Je me réjouis de ce qui se passe actuellement au Sénégal. Ephialtes nous parlait de la démocratie. Pour nous qui sommes défenseurs des droits de l'homme et de la démocratie et tout ça, tous ces principes, la main du peuple sûre, et c'est surtout cela, le véritable sens de la démocratie, la main du peuple sûre. Et pour ma part, le peuple sénégalais a exprimé une volonté qui a été très claire, c'est d'aller aux élections avec un respect vraiment fondamental des textes fondamentaux de la Constitution du Sénégal. Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire voir. Quelle est la meilleure constitution ? C'est une question à laquelle beaucoup de juristes essaient de répondre. Et Solon nous a répondu pour quel peuple et pour quelle époque. D'où l'importance de l'intervention du peuple dans l'élaboration d'une constitution, dans l'application d'une constitution et dans la mise en œuvre de cette constitution. Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire ressentir aujourd'hui au Sénégal et ce qui me réjouit. Ce que je voulais ajouter, c'est que le plus important, c'est la construction d'institutions fortes. Mais à côté de cela, il faudrait que ces institutions fortes-là soient acceptées et respectées par les différentes populations qui se présentent au Sénégal. Donc,
bon vent aux Sénégalais et puis la victoire à celui qui aura vraiment la victoire. Prends Vanga. Ouais, je suis surtout déçu. Hein. Vous connaissez tout l'amour et le respect que j'avais pour Macky Sall. Tu l'as dit, mais c'est sabordé. La douleur doit être profonde, hein. Ça fait 2 fois que vous le répétez. Non, franchement. La dernière fois que vous étiez là, vous l'avez dit. Ouais, je ne comprends pas comment il a pu... c'est un amour contrarié. Il a pu... non, pas contrarié, tout à fait délibéré. Et voilà, je ne comprends pas qu'on peut réussir un tel bilan à la tête du Sénégal, soit même venu par des moyens tout à fait démocratiques et se saborder pour la faire. Mais il faut féliciter, moi je pense, on a beaucoup parlé du peuple, peut-être, mais les faits sont clairs. Les faits, c'est une institution. C'est la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, je ne sais pas. Je pense que la démocratie se bâtit aussi avec les institutions. Surtout. Et très souvent, on souffre parce que nos institutions ne sont pas à la hauteur de l'espérance qu'on pense en elles. Voici un Conseil constitutionnel qui a pris ses responsabilités. Il y en a très peu qui le font en Afrique. J'en ai vu peut-être au Kenya, une année qui a fait le truc. En Centrafrique aussi. Mais il y a très peu de conseils constitutionnels et d'institutions de façon générale. Regardons tous Africains. Regardons le Conseil constitutionnel du Sénégal. Que chaque Africain qui est dans une institution, dans une fonction, se dise comme eux, je ne dois pas un homme, je dois à mon pays, je dois à la nation. Si tout le monde réfléchit comme ça, on pourra réussir quelque chose dans notre nation. Moi, j'ai plutôt regretté que la campagne soit écoutée parce que la campagne, c'est le moment des élections. C'est vrai qu'il y a des trucs, mais on fait une campagne, il y a beaucoup de gens qui se décident dans la campagne. Il y a beaucoup qui se décident de la campagne parce qu'il y a une bonne partie qui n'entend pas et durant ce moment-là qui s'intéresse, sans compter le côté émotionnel de la campagne. Et donc, moi, je pense que la campagne, elle est très importante. Et puis, pour terminer, Guillaume, il y a quand même le PDCI en 2000 a tenté de mettre plusieurs candidats comme ça aussi. Donc, on a tenté. Mais ils y sont allés tous, hein? Ouais, mais on les a tous éliminés. Ah oui, ouais, mais ils sont allés tous. Le PDCI a choisi. S'il vous plaît. Oui, une petite précision à Arthur. Le PDCI a choisi en 2000 Bombay, à Yamoussoukro. Mais après, le président Bédié qui était en exil, oui, comment il s'appelle, l'amiral Fadiga, c'était retrouvé à 5. Par la même stratégie, en se disant, si on élimine l'un, on pourra soutenir l'autre. C'était contraire. On va refaire ce débat. C'était pour affaiblir le candidat pour choisir. Et c'était fait. Et pour terminer, il faut... Pour terminer, il faut vraiment féliciter le Sénégal, les Sénégalais. On espère toujours. Mais moi, je continue de mettre une pièce sur Amadou Ba. D'accord, le Premier ministre sortant, candidat de la majorité présidentielle. Voilà, je pense qu'il pourra transformer l'essai et poursuivre le travail remarquable de Macky Sall. Parfait. Alors, M. Sékou Cissé, vous nous appelez des États-Unis, précisément de la Pennsylvanie, et vous saluez l'opposition sénégalaise. Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonsoir, M. Ali de recevoir. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir à tous les panélistes. Effectivement, je salue la maturité de l'opposition sénégalaise. Et comme M. Guillaume Batou le disait tout à l'heure, j'ai toujours décrié sur les réseaux sociaux que c'est la manque de responsabilité de l'opposition ivoirienne qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une politique apaisée en Côte d'Ivoire. Ah, vous faites un parallèle avec l'opposition ivoirienne carrément. Vous nous entendez? Oui, allô? Allez-y, terminez votre développement. Oui, je vous entends très bien. Je peux continuer? Oui, bien sûr, allez-y. S'il y a des problèmes de liaison, on sera bien obligé de passer à autre chose. En tout cas, merci de nous avoir appelé, M. Sékou Cissé. On a vu le début de votre développement et on sait où vous vouliez aller pour saluer cette capacité de proposer une autre alternative que le candidat principal, dans le cas d'Ousmane Sonko au Sénégal. Et vous avez essayé de faire un rapprochement avec la situation en Côte d'Ivoire, quoique les contextes ne sont pas forcément identiques. Geoffroy Julien Kwao, analyse, réaction? Oui, je pense que c'est une élection importante en ce sens qu'elle est inédite. En 12 élections depuis 1960, c'est, à ma connaissance, la première fois que le président sortant n'est pas partant, il n'est pas candidat. Et nous avons certes 19 candidats, mais on a 4 principaux candidats. Le candidat de la majorité présidentielle, Amadou Ba, je crois. On a le candidat de Ousmane Sonko, Bassirou Faye, dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais il y a aussi 2 vieux de la scène politique sénégalaise avec qui il faut compter.
Khalifa Sall, le maire de Dakar, qui est très, très, très populaire. Et puis, l'ancien maire, si vous voulez. Et Idrissa Seck, qui était le numéro 2 d'Abdoulaye Wade. Moi, j'attends la fin de l'élection pour faire des analyses. Parce que, vous savez, contrairement à ce qu'on pense, la seule différence entre le Sénégal et les autres, c'est que le Sénégal et le Cap-Vert n'ont pas encore connu de coup d'État. Sinon, le Sénégal, ce n'est pas une démocratie. C'est la même démocratie que les autres. C'est au Sénégal qu'on emprisonne le plus les hommes politiques de l'opposition. Le destin politique de l'opposant au Sénégal, c'est la prison. Ce fut le cas de Wade, ce fut le cas de Khalifa Sall, ce fut le cas de Sanko, etc., etc. Et même le fils de Karim Wade, etc. C'est au Sénégal qu'on a tué, en 1993, vous oubliez. À cause de la chose, pendant la campagne électorale, le président du Conseil constitutionnel, il avait été abattu en plein Dakar. Comprenez? Donc, en termes de communication politique, ils ont réussi à faire croire que c'est une démocratie normale, qui fonctionne bien et autres. Mais il faut faire très attention, il faut attendre. Autre chose, c'est que, pour l'instant, ils ont réussi à moderniser leur système électoral, surtout dans la proclamation et la compilation des résultats. Déjà, on peut, avec les télévisions, les radios et autres, chacun peut aller dans les bureaux de vote et proclamer les résultats qui sont ensuite compilés dans les tribunaux, devant les tribunaux, pour permettre aux juges qui ont l'habitude du contentieux de régler ce contentieux. Et après, la Commission électorale nationale autonome proclame les résultats provisoires et c'est le Conseil constitutionnel in fine qui y vient. Donc, j'attends les résultats. C'est un scrutin majoritaire à 2 tours, c'est-à-dire qu'au premier tour, il faut avoir la majorité absolue. Au regard de ce que nous voyons de l'extérieur, ce n'est pas acquis. Et au deuxième tour, on va voir les grandes alliances, comment elles vont se faire. Ce n'est pas acquis qu'un candidat puisse l'emporter au Je ne pense qu'au regard de ce que nous voyons et de ce que nous entendons de l'extérieur, la bataille sera extrêmement compliquée. Et d'ailleurs, on l'a vu au Sénégal, entre Wade et Abdou Diouf, après entre Diouf et Macky Sall. Donc il est fort possible qu'on ait un deuxième tour. Et c'est au niveau du deuxième tour que, contrairement à ce que dit, je crois que c'est Atu Banga qui parle de Amadou Ba, le candidat de Macky Sall, peut-être, mais on verra. Mais n'oubliez pas qu'il y a un problème, c'est qu'il est fragilisé par 2 candidatures dissidentes. Un ancien Premier ministre et un baron du parti présidentiel qui sont actuellement dans la course. Et au regard des comportements que vous avez décrits tout à l'heure de Macky Sall, certes, nous sommes dans une élection, ces chances sont là, mais je pense que l'opposition a là l'occasion de créer une nouvelle alternance. Professeur Dion? Oui, que des personnes fassent des infidélités à la démocratie au Sénégal, ça ne dit pas que le Sénégal n'est pas une démocratie. Merci. C'est des cas isolés. C'est pour ça que ce peuple-là que je vois se bat pour que ça change. Macky Sall, ou l'art de mettre son environnement en danger. Voilà ce que je dirais. Il se met en danger. Il s'autodétruit. Il met son parti en danger. Il met le Sénégal en danger. Et il met l'Afrique des démocrates en danger. Et on se demande pourquoi. Arthur s'inquiète et nous nous inquiétons avec lui. Mais Arthur, les hommes de pouvoir ont ce que j'appelle le mal d'Érysichthon. Érysichthon, c'est ce jeune prince qui décide un jour de couper l'arbre sacré. On lui dit de ne pas faire, il le fait. Mais quand il le fait, les dieux le punissent. On le frappe de la faim. C'est-à-dire qu'il a faim dans l'acte même de manger. Quand il mange, il a faim. C'est de l'insatiété, c'est de la boulimie. L'homme de pouvoir est boulimique. Vous lui donnez une place de député, il veut être président de conseil. Vous lui donnez, il veut être ministre. Vous lui donnez, il veut être premier ministre. Après, il veut être président. Il ne s'arrête pas parce qu'il a cette malédiction en lui du pouvoir. C'est pour ça qu'il faut l'arrêter. Et pour l'arrêter, il y a des institutions et il y a le peuple. C'est eux qui peuvent arrêter un pouvoir boulimique. Dernière chose que je peux dire, c'est une inquiétude. Considérons la victoire du PASTEF. Bassirou, Diomaye Faye,
considérons qu'il gagne. C'était, je crois, une des craintes de Macky Sall. Il vient de relâcher les deux, mais il relâche Sonko. Est-ce que ça n'est pas la pomme de discorde? Est-ce qu'il ne sème pas la zizanie? Comment? Bassirou est un candidat, la presse internationale parle de candidat par défaut. Ou candidat de substitution. Et Sonko devient le faiseur de roi. Mais, Ali, en Afrique, on dit que deux coqs ne chantent pas sur un même toit. J'ai entendu avec quelqu'un d'une organisation estudiantine en Côte d'Ivoire que deux baobabs ne poussent pas sur la même place. Alors, pour rejoindre ce que vous dites. Quel genre de chef d'État il sera avec un Sonko tout-puissant, patron de parti politique, mais ce n'est pas lui le président. Sonko est le faiseur de roi et il y a un roi. J'ai lu beaucoup de textes de politique et de philosophie politique. Généralement, ça ne marche pas. Et je soupçonne Macky Sall d'avoir sémé la zizanie. Moi, j'attends de voir ce que ça va donner. On attend tous de voir. Normalement, chacun a eu son moment. Mais rapidement, parce que je veux saluer et sanctionner votre discipline, je vous donne la parole. Allez-y, André. Merci bien, Ali. Merci beaucoup. Alors, je voudrais dire que si l'on dit que le Sénégal n'est pas une démocratie, c'est donc une presque démocratie bien meilleure qui peut inspirer beaucoup de choses meilleures en Afrique. Et si le Sénégal n'a pas connu de coup d'État, c'est parce qu'il y a un peuple qui est empreint de démocratie, il y a surtout des institutions en capacité d'arrêter les infidélités des uns des autres. Donc il est bon d'apprécier au moins ce qui est fait. Et c'est important d'avoir cette vision optimiste des choses. Parce que les assassinats des États-Unis, on a connu 2 présidents assassinés, plus une tentative, c'est regarde. Mais c'est une démocratie. Donc il faut donc regarder les choses et se dire bravo au Sénégal, bravo à ce qui se fait, et puis surtout espérer que ces élections se passent de manière pacifique et qu'un président soit élu et fasse pour le peuple du Sénégalais ce qui doit être fait pour que ce Sénégal-là puisse émerger. D'accord. Très bien. Alors, pour aller dans votre sens, M. Haïdara Chérif nous appelle de Paris, du 12e arrondissement précisément. Il estime, comme la maxime le dit, tout est bien qui finit bien. Le Sénégal aurait pu basculer dans la violence si Macky Sall s'était entêté à briguer un 3e mandat, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on en est à une élection où le président Macky Sall n'est pas candidat. Les opposants, il y a une sorte de décrispation et il est plutôt heureux de la tournure des événements. Monsieur Haïdara Chérif, bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Bien, je vous remercie vraiment, après plusieurs tentatives que je puisse m'adresser vraiment au peuple ivoirien, à l'Afrique et en même temps aux Sénégalais, pour dire tout simplement que je suis vraiment navré de l'attitude que le président Macky Sall a eue en nous mettant dans des difficultés, en mettant le peuple africain vraiment au bas de l'échelle de la démocratie, en voulant coûte que coûte tordre le cou, en voulant vraiment tordre le cou vraiment à la démocratie sénégalaise. Et je ne peux que féliciter le peuple sénégalais qui s'est levé comme un seul homme pour faire barrage à toutes ces tentatives-là de déstabilisation interne du Sénégal. Macky Sall a mal fait tout ce qu'il a fait. Après avoir construit le Sénégal à sa manière, il avait seulement intérêt à organiser des élections crédibles que de vouloir mettre coûte que coûte les opposants en prison. Voilà qu'aujourd'hui, au bout du compte, il se voit contraint de libérer ces mêmes opposants. Alors, je souhaite pour le peuple sénégalais vraiment des élections transparentes, correctes, sans bavure, sans agressivité, sans violence. Et je crois que c'est la démocratie africaine qui est en train de se mettre en marche. Merci beaucoup. C'est ce que nous souhaitons également à nos frères du Sénégal. Au passage, je suis un cinéaste ivoirien à Paris. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment et merci, messieurs. Place au carton de la semaine. Ce sera juste après ceci. Alors, les cartons de la semaine, ils sont soit jaunes, verts ou rouges. Bon, je vais dissocier le vert du rouge.
secteur vert, jaune et rouge d'un autre côté. On commence avec vous, Landry Couillot. Il nous reste 6 minutes pour terminer cette émission. Chacun aura 1 minute. Celui qui déborde, malheureusement, va empiéter sur le temps des autres. Landry Couillot, on commence avec vous. Carton vert au gouvernement de Côte d'Ivoire qui, dans son action de pilotage stratégique du plan d'assainissement, de redressement du district autonome d'Abidjan, a pris les mesures nécessaires en vue de pouvoir restaurer l'esprit et la lettre de la Côte d'Ivoire solidaire, c'est-à-dire mettre de la solidarité, de l'humanisme. En attendant que le juge administratif se prononce sur la question, il était de la responsabilité du pouvoir exécutif de réagir en conséquence. Très bien. Merci Landry. Guillaume? Carton rouge au ministre Célestin Seredo. Pourquoi? Qui a exhibé quelques militants du Front populaire ivoirien ce week-end dans son village, qui a annoncé l'adhésion du FPI de sa région, alors qu'il sait que c'est faux, et qu'il a malheureusement fait pression sur les employés du conseil régional qui sont militants du FPI pour les obliger à adhérer au RHDP. Je crois que c'est une mauvaise façon de faire la politique en Côte d'Ivoire, et il faut condamner cette attitude qui consiste pour les leaders d'opinion, les leaders politiques, à faire pression sur les travailleurs pour obtenir des adhésions forcées. Carton rouge. D'accord. On l'entendra aussi sur cette question quand on le recevra sur l'un de nos plateaux. Il faut le recevoir. Parfait. Je donne d'abord mon carton rouge. Non, il n'y a pas de problème. On l'a enregistré, évidemment. Nous sommes en direct. Arthur Banga? Je vais commencer par mon carton vert. Vous avez 1 minute. Hein, carton vert au professeur Achille Bembe, qui a reçu le prix Holberg, qui est un peu l'équivalent du Ballon d'Or pour les sciences humaines et sociales. Et bravo Achille pour le travail formidable que tu fais. D'ailleurs, le prix est accordé à ceux qui réussissent à créer des débats mondiaux. Et voilà, ça prouve qu'il le sait en créer. Carton rouge à tous ceux qui essaient chaque jour de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Dire que tu es carré n'est pas injurieux. Et d'ailleurs, depuis des mois, je fais l'effort de rester le plus calme et le plus appréciable possible. Je ne permettrai pas que des gens tentent de ternir mon image. Je ne l'accepte pas. Je n'ai injurié personne. Et je répète, être carré, je n'ai dit à personne, je n'ai injurié personne. Donc tous ces propos injurieux à mon égard, je ne les accepte pas. Et je les condamne avec la plus forte énergie sur ce plateau. On vous a entendu. Merci beaucoup, docteur Pangui. Carton vert au gouvernement ivoirien pour l'humanisation des déguerpis, pour son intervention assez rapide pour pouvoir essayer d'humaniser, comme le président l'avait dit, les différents déguerpis, les cas de déguerpissement. D'accord. Rapidement, carton rouge à tous les détracteurs de la démocratie dans le monde, et particulièrement au Sénégal, et carton rouge aussi à... J'allais dire à tous ces différents débats inutiles des enfantillages. Moi, je les considère comme des chichis parce que, sérieusement, pour un plateau ou du moins pour une grande chaîne telle que NCI, on n'avait pas le droit de s'exposer de la sorte. Très bien. Je ne l'ai vraiment pas apprécié. Ça marche. Geoffroy? Oui, j'ai 2 cartons. Un premier carton vert à la population. Il faut le brandir, même si le vert sur votre cravate rouge... Le vert rouge... Non, vous n'allez pas le rapprocher. Geoffroy, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Allez-y, mon carton vert. À la population de Thiébissou, et principalement de Akouandénou, j'y étais le samedi dernier, le vendredi et samedi. Est-ce qu'on peut situer Akouandénou? Akouandénou est à 15 km de Thiébissou, à partir de l'autoroute. D'accord. Voilà, et j'étais vraiment surpris. Et pourquoi ce carton vert? Oui, ce carton vert parce que j'ai vu que tout le monde nous suit. Et lorsque je suis arrivé, c'était presque l'émeute. Et ils ont demandé tout le monde, salut tout le monde. Et là, ça m'a fait vraiment plaisir. Mais il faut aussi une remarque, c'est que la plupart de ces villages sont électrifiés. C'est une très bonne chose. Tous les villages que j'ai visités sont électrifiés. Il y a de l'adduction d'eau, etc. Mais le seul bémol, c'est que la voie qui relie Thiébissou à Réavia, en passant par Totokro et Akouandénou, n'est pas bitumée. Et là, c'est... Voilà. Donc, cette voie peut être... Deuxième chose, c'est que, carton vert, peut-être, c'est une invitation. À 20 mois de l'élection, je veux jouer mon rôle d'intellectuel et j'invite les autres à le faire et peut-être à me rejoindre. C'est à nous d'imposer des thématiques et la météo politique. Surtout nous les intellectuels. Et donc j'ai décidé de mettre sur chaque mois, chaque 2 mois plutôt,
des thématiques. Alors, la première thématique que j'ai deux thématiques. C'est d'abord le vote obligatoire. Le vote obligatoire en Côte d'Ivoire, il y a une trentaine de pays qui le font à travers le monde. Et puis, le vote à 16 ans. Pour prendre en compte les exigences de l'évolution. On peut en parler peut-être la prochaine fois. C'est un débat que j'ai déjà engagé dans la presse. C'est cela. Et voilà. D'accord, très bien. En fait, vous souhaitez que ces dispositions soient, évidemment, soient ajoutées. Il faut de l'innovation politique. Ce qui manque à la Côte d'Ivoire, c'est l'innovation politique. Parfait. Professeur Durand, on termine avec vous. Oui, 2 cartons verts. Allez-y. Je voudrais personnellement dire mes félicitations depuis la CAN au général Lassina Doumbia, au général Apallo, et à l'administrateur général Kouyaté, à toutes les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Ça a été déjà dit, mais je tenais à le dire. Ma grande préoccupation, c'était la sécurisation de cet événement. Et ça a été fait de façon professionnelle. Je voudrais solennellement, ce soir, leur dire mes félicitations. Le deuxième carton vert, c'est pour notre jeune frère, Kolo Koulibaly, désormais docteur en communication. Le fils du sage. Le fils du sage. Et félicitations, il est entré dans le bois sacré. À Rome, on disait « dignus est intrare ». Il est digne d'entrer et de venir siéger à nos côtés. Félicitations, Kolo. Merci beaucoup. J'appuie ce carton vert pour mon frère et confrère Kolo Koulibaly, qui effectivement est devenu docteur en communication depuis ce week-end à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Félicitations, cher frère. Merci à vous, messieurs. Carton vert à vous tous, même si j'ai failli donner un jaune ou un rouge à certains. Guillaume Bateau, Arthur Banga, professeur Dion, Landré Couillot, docteur Pmangui, Geoffroy Julien Kouao, merci d'être venu. La langue et la bouche cohabitent ensemble, mais parfois, il arrive que la langue écorche un peu la langue. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver sur un plateau de télévision, mais ce n'est pas bien méchant. L'essentiel, c'est de faire le débat pour éclairer la lanterne et ouvrir l'esprit de celles et ceux qui nous suivent. Merci d'être venus faire le débat ce soir. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes. Vous, votre carton est toujours vert, il ne change pas de couleur. Merci à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de NCI 360. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur nos programmes. Vous pouvez continuer le débat chez vous. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous a été présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien.